Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. Name's Bond, James Bond. Vous aimez le cinéma? Une seule émission est faite pour vous. C'est le Late Show. Et c'est maintenant. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le Late Show, votre rendez-vous cinéma, série télé, pop culture de l'internet français. Bonsoir les chroniqueurs. Bonsoir. Salut. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et j'espère que vous aussi vous allez bien derrière votre écran ou vos écouteurs. Voilà, si vous nous écoutez sur les plateformes audio, bienvenue dans le Late Show. À la table, nous avons GG. Bonsoir GG. Salut. Nous avons Ekichi. Bonsoir Ekichi. Bonsoir. Nous avons Maxou. Bonsoir Maxou. Bonsoir à tous. Et nous avons Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir. Ouais, j'ai pas voulu te déranger pendant que tu bougeais ton verre. Voilà. J'avais peur que le verre vole. Ouais, on connaît tes prouesses. Aussi. Comme d'habitude, avant de commencer cette émission par le sommaire, je voudrais tout simplement remercier notre partenaire de la saison, qui est le groupe Cinéma Confluence. Le groupe Cinéma Confluence, c'est 7 cinémas répartis dans toute la France, donc à Apt, Bar-le-Duc, Champagne-sur-Seine, Ménézy, Sable-sur-Sarthe, Sens, tout simplement, et Varennes-sur-Seine. Voilà, le cinéma, donc le groupe Cinéma Confluence, c'est un complexe où vous pourrez retrouver tout type de films, que ce soit des blockbusters ou des petits films d'auteur. Bref, il y en a pour tous les goûts et surtout, merci au groupe Cinéma Confluence de nous soutenir. À la régie, ce soir, nous avons Esteban. Bonsoir Esteban. Bonsoir. J'espère que tu vas bien, moi Esteban, et que tu es chaud. Je suis on fire. Au programme de cette émission, on va commencer déjà d'une, les amis, pour laisser un petit peu les gens de venir avec nous pour qu'ils puissent réagir sur Twitch, parce que nous sommes en direct sur Twitch, les amis, si vous ne le savez pas. Donc on va commencer par un petit peu d'actu. Voilà, il s'est passé pas mal de choses dans la sphère du 7e art. On a eu les Césars, on a eu les Oscars, et j'aimerais revenir aussi sur un petit détail, pas un détail en fait, sur une bande-annonce que j'ai vue dernièrement et qui m'a plutôt attiré l'esprit, qui m'a un petit peu hypé, et ça fait écho à notre émission en fait du Captain America Brave New World qui est encore disponible sur YouTube et les plateformes audio. Dans la deuxième partie, donc, on fera notre premier box-office sur The Monkey. Ensuite, ça sera le deuxième box-office sur Présence. Et ensuite, on fera l'Izakaya de Ikichi, le premier de ce retour de cette saison. Ikichi, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de cette Izakaya? Tu l'as déjà un petit peu teasé sur Instagram. Alors oui, il y aura un Izakaya donc en deux parties. Une première partie donc propre à l'Izakaya, dans le débat sur quel est votre rapport avec Dragon Ball. Et en deuxième partie... Voilà. Oh, le présentateur d'M6, Dragon Ball. En deuxième partie, du coup, mon avis plus global et ressenti aussi général, malheureusement, des réseaux sur cette série, saga. Ah d'accord, ok, Voilà. Tu as fait une analyse, on va dire, des réseaux par rapport j'ai fait à... ma propre analyse qui converge grandement avec la majorité des réseaux. D'accord, ok. Et on terminera donc cette émission par le box-office donc sur Dis-moi juste que tu m'aimes, le dernier film de Anne Leni, voilà. Comme c'était une volonté de notre part, voilà, de un peu se diversifier. Le Comte de Monte Cristo, l'année dernière, on en avait parlé, on avait parlé un petit peu de films français. Cette année, on va essayer d'en parler un petit peu plus. C'est vrai qu'on se focus beaucoup, trop, sûrement, le cinéma américain, mais bon, c'est le cinéma, on va dire, qui fait parler souvent sur les réseaux, et on est là aussi pour ça, pour en débattre avec vous. Et donc d'ailleurs, je retourne sur Twitch voir s'il y a, et oui, des personnes sur Twitch, puisqu'il y a déjà Arsouille qui est présente ce soir. Toujours au poste. Merci beaucoup Arsouille d'être là, et bonsoir à toi, voilà. Alors, donc, on va commencer tout de suite par un petit peu d'actualité, et pour cela, on n'a pas de jingle, on n'a pas tout ça, mais on a un accessoire très important. L'Oscar, voilà quoi. Est-ce que déjà autour de la table vous avez suivi les différentes cérémonies, que ce soit César et Oscar? Non. Gary? Non, pas du tout, ça t'intéresse pas du tout. Pas du tout, non. D'accord. Maxou? Pas du tout, non. D'accord. Maxou,
très légèrement. Ouais, mais c'est-à-dire très légèrement, en c'est-à-dire fait, quoi je vois passer des. Oui, voilà, des brides, quoi, par ouais, exemple, sur les réseaux sociaux. Et donc, qu'est-ce que tu as vu, retenu, on va dire, de ces différentes cérémonies, César ou Oscar, tu peux commencer. Eh bien, visiblement, qu'il y a certains films qu'on aurait plus que d'autres, évidemment. Alors qu'ils partaient quand même relativement gagnants, alors que c'était pas forcément le cas à l'arrivée. Exactement. Et après, c'est les joies du cinéma, voilà, est-ce que c'est de la politique, est-ce que c'est, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Alors oui, je pense que déjà d'une, il y a clairement de la politique qui rentre là-dedans. Donc, ce qui a fait énormément parler sur les réseaux, c'est que il y a un film qui en a pris énormément. Donc cette année, c'est Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard. Il a quasiment tout raflé. Autour de la table, on a une personne qui l'a vu. GG. Oui, moi je l'ai vu. Alors il a tout raflé au César. Oui, au César, voilà, excusez-moi. Oui. Parce que c'était pas gagné, je crois, parce que l'actrice avait eu des petites polémiques, elle voulait pas y aller parce qu'ils ont retrouvé comme l'internet sait faire, des anciens tweets de l'époque, machin. Oui, c'est ça, vraisemblablement, ils ont retrouvé des vieux tweets où elle est pas très politiquement correcte, très politiquement correcte, etc. Malgré sa condition donc de première actrice transgenre à être nommée aux Oscars, c'est pas rien quand même d'être la première. Oscar ou César du coup parce qu'on est perdu. Oscar, mais certainement César aussi. Voilà, donc voilà, en plus sa prestation elle est tout à fait correcte, etc. Enfin franchement le film Emilia Pérez, moi j'ai bien aimé. On est franchement face à un ovni. Ok. Tu sais pas trop ce que tu regardes. En plus, étant donné que c'est une comédie musicale, je t'avoue que les 2 premières chansons, tu te dis merde, où est-ce que je suis, quoi. Vraiment, elles ont du mal à passer. Et après, en fait, je pense que c'est le moment, c'est ça. Il doit y avoir ce moment charnière où soit tu te laisses embarquer par le film et par son histoire, parce que ça parle de femmes, de destins de femmes qui sont liés. Etc. Soit t'es embarqué, soit tu te dis mais qu'est-ce que je fous là. Je comprends tout à fait que ça puisse éventuellement pas plaire, mais voilà, moi j'ai trouvé l'histoire plutôt touchante. C'est une histoire de rédemption, hein, comme il y en a eu pas mal, mais voilà, autour de plusieurs femmes qui se retrouvent liées parce qu'elles se font confiance finalement. Et voilà, je l'avais dit à Dimitri d'ailleurs par la suite que voilà, Zoé Saldana, elle m'avait époustouflifié. Franchement, je m'étais enfin réveillé, genre ah oui, mais c'est cette actrice là. À chaque fois, elle est soit derrière des CGI, donc dans Avatar, soit elle est derrière un gros maquillage vert, un gros make-up, donc pour les Gardiens de la Galaxie et tout ça. Et c'est vrai que finalement, on aurait tendance à pas voir l'actrice derrière le personnage, quoi. Et là, on a les deux, et elle donne tout ce que, on sent qu'elle est habitée par ce que représentait le film en termes peut-être de combat et de visibilité, etc. Et franchement, voilà, moi je suis ravi qu'elle ait eu l'Oscar. En plus, son discours, il est plein de sincérité et tout ça. Tu sens qu'elle retient ses larmes, qu'elle est vraiment au bout de ses émotions. Elle se trompe pas d'émotion. Et elle oublie personne dans ses remerciements. Enfin, franchement, c'était très très touchant. Après, c'est une des seules actrices, quand même, faut le souligner, qui a participé à des films qui ont dépassé le milliard. Quand même. Ah oui, carrément. Oui. Je veux dire, elle a pas tourné autant dans des plus petites productions, mais c'est vrai que elle est quand même à un certain level, quoi. Ah ouais, clairement. Enfin, voilà. Et là, je trouve que dans ce film-là, elle montre vraiment tout son art. Voilà, tout son art, franchement, son personnage, il est très très fort, etc. Voilà, en plus, voilà, c'est une femme avocate, donc dans un milieu plutôt d'hommes, etc. Qui en plus de ça, donc va, au Mexique. Donc voilà le problème de la justice au Mexique, et puis qui va se faire donc chercher par ce trafiquant de drogue, etc., qui lui est en pleine transition et donc veut se transformer en la femme qu'il a toujours ressenti qu'elle était, du coup, etc. Et tous les bouleversements que ça va amener, donc, et puis voilà, la difficulté d'être une femme, d'être racisée, d'être dans des combats qui sont pas forcément les siens mais qu'elle embrasse, le fait d'être une femme
working girl, quoi, qui est absolument axée sur sa carrière et qui arrive pas à construire autre chose à côté, malgré éventuellement ce que la famille attend d'elle, etc. Enfin, franchement, non, c'est tout à fait mérité pour Zoé Saldana. Et voilà, et la musique aussi qui a eu le. Ouais, El Mal. El Mal. Je sais qu'elle fait polémique, pas polémique, mais en tout cas qu'elle plaît pas à tout le monde, El Mal, tu vois. Elle plaît pas à tout le monde, mais la Corée, c'est vraiment une des chansons que tu retiens du film. Et après, c'est politique, certainement, tu vois. Enfin, je veux dire, on a choisi une chanson qui sort du lot dans son propre film, qui est interprétée par des acteurs et des actrices, enfin notamment des actrices. Bien sûr. Okay, mais bon. Et on n'a pas choisi une chanson chantée par des chanteuses dans un film. Je pense qu'il est là le côté politique. C'est pour ça que Wicked, finalement, n'est pas passé à ce niveau-là, par exemple, tu vois. Oui, parce que là tu parles de Wicked parce que c'est vrai qu'elle a eu le César pour la musique, mais aussi l'Oscar pour la musique. Donc c'est la chanson originale. Mais par contre, c'est vrai que pour les Césars, donc il a quand même un palmarès qui est quand même énorme. Hein, donc on est sur 6 Césars, qui est quand même vraiment beau. Moi, c'est pas sur le fait que je pense honnêtement que le film doit être très intéressant à regarder et que sur les éléments, il a dû potentiellement mériter, en tout cas déjà d'être nommé, c'est sûr. Moi, j'ai beaucoup de regrets que le Comte de Monte Cristo en ait pris que 2. Je vais être 100% franc. Je sais plus combien de nominations, plus de 20 nominations. Alors, je vais être honnête parce que au moins le Comte de Monte Cristo, déjà d'une, c'est un très très bon film français, et surtout c'est un film français qui a réussi à réunir tout le monde, tout le public. Tout le public, toutes les sphères. Mais toutes les sphères. Parce que là, tu vois, Emilia Pérez, c'est un film qui est très niche, très cinéphile, très voilà, et donc ça correspond bien à entre guillemets à la cérémonie des Césars ou même des Oscars, où là on prône un peu ça, mais clairement, je trouve que le Comte de Monte Cristo, il avait au moins eu l'audace, et tu sens que tout était parfaitement fait dans le Comte de Monte Cristo, et par les artisans qui sont derrière le film, que ce soit ceux qu'on voit devant la caméra et derrière la caméra. D'ailleurs, mon petit Esteban, il y a un petit extrait que j'aimerais poster, parce que c'est vrai qu'il y a une réflexion de Pierre Ninet qui a été faite, qu'il a dit sur Vanity Fair. Donc l'extrait, on va vous le passer, et après j'aimerais qu'on réagisse un petit peu dessus. Faire des films avec des très grands maquilleurs, maquilleuses, et pareil pour les coiffeurs, coiffeuses, et ils n'ont pas de prix. Et c'est vrai que là, en plus, je sors de Monte Cristo où j'ai passé 150 heures dans une chaise de maquillage avec un des maquilleurs les plus doués, je pense, au monde, qui s'appelle Pierre-Olivier Persin et qui gagnera sûrement un prix aux Oscars dans quelques jours. Moi, j'ai une grande fierté pour la grande diversité, la liberté qu'on peut avoir en France, et le savoir-faire artisanal, le savoir-faire technique. Et ça, pour moi, coiffure, make-up, je ne comprends pas qu'il ne soit pas parmi nous ce soir. Totalement d'accord avec Pierre Ninet, honnêtement. Maxime, est-ce que Pierre-Olivier a gagné l'Oscar? Absolument, pour The Substance. Déjà d'une, c'est le seul. Il avait la vision. Alors déjà d'une, il avait la vision, et c'est le seul Oscar que The Substance a pris, puisque Mickey Madison a plus ou moins, on va dire, pris la place de Demi Moore dans entre guillemets le meilleur rôle féminin. Parce que les Oscars, ils ont une nomination sur les maquillages, exactement, mais pas les Césars. Mais pas les Césars. Et d'ailleurs, je pense que je suis 100% d'accord avec Pierre Ninet, on va dire, sur déjà qu'il faut rajouter ce genre de nomination au César. J'irai même plus loin. Pour moi, il faut rajouter aussi la nomination des cascadeurs. Ce sont des métiers qui sont trop oubliés dans le cinéma, et pourtant, c'est eux qui nous font rêver. Donc, après, c'est vrai qu'on a... au niveau du maquillage, etc., ça fait que quelques années peut-être qu'on se met vraiment à faire du make-up, parce que c'est vrai que les films français, non mais ces dernières années, les dernières décennies, les films français, c'était beaucoup comédie, beaucoup. Il y avait peut-être moins de fulgurance au niveau des. Alors oui, mais il y a de très bons, il y a de très bons artistes en France, donc Pierre-Olivier Persin, donc qui est cité par Pierre Ninet, est une personne qui est dans le haut du panier, c'est clair. J'aimerais aussi citer donc Olivier Afonso, qui est une masterclass, on va dire, en termes de films de genre. Bref, voilà, pour moi, c'est pas encore normal qu'on n'ait pas mis ce genre de catégorie dans ce genre de cérémonie française, et alors que là, il y a tout le gratin, quoi. Ces gens-là doivent être là. Et mon pire regret de la cérémonie des Césars, c'est que donc Jérôme Robotier n'ait pas pris son prix pour le musique. Je suis désolé, la musique du Monte Cristo, elle est folle. Il y en a plusieurs d'ailleurs, je veux dire. Mais oui.
Mais il y en a qui sont extraordinaires. Ah mais oui. Moi, et il a pris les Césars de quoi du coup Monte Cristo, il a pris meilleur décor et costume, oui. ce qui est normal. Ce qui est pas volé. Ce qui est pas volé. Voilà. Mais aucun pour Pierre quoi du coup. Pierre Ninet en a déjà eu un, puisqu'il a eu la révélation à l'époque quand il avait fait son film avec Virginie Fira, si je me trompe pas. 20 ans d'écart. Ouais. Quelque chose comme ça, mais en tout cas, il en a pris un pour la meilleure. Ah non. Pour Yves Saint Laurent ou quelque chose comme ça. C'était pour Yves Saint Laurent. Excusez-moi les amis. Voilà. Et il est encore jeune. Voilà. Oui. Exactement. Clairement. On peut parler dessus de Franck Dubosc. C'est Jaligo. Alors, j'ai vu ça sur les réseaux, mais je voulais en parler. Franchement, masterclass. Alors j'ai vu justement sur l'actualité quand même que beaucoup de personnes ont retenu ce passage-là et ça a élevé un petit peu la cérémonie, je pense, qui pour beaucoup était légèrement décevante, un petit peu bon. Et ce côté humour, ça reste un humoriste, Franck Dubosc. Il a su amener, je pense, dans son discours, sa petite patte, d'autodérision. Et puis voilà, je pense qu'il est content d'avoir quand même pris ce petit Cisario. J'ai adoré le Cisario, mais moi la phrase que je retiens, c'est quand il dit You see Pierre Ninet, you see in the middle. In the middle. George Clooney, in the middle, tu vois, vraiment, et parfait quoi. C'est vrai que son discours était très bien écrit. Alors Julia Roberts en a eu un de... a eu un honneur, exactement. Ouais, voilà. Tous les ans, ça y est, maintenant ils essayent d'avoir des célébrités étrangères pour avoir un César d'honneur. Et là, cette année, c'était Julia Roberts. Voilà. Pour l'ensemble de la carrière, quoi. D'accord. Il y avait Costa Gavras qui en recevait. D'accord. Costa Gavras. Que Chabat aussi, on a eu un. Chabat. Alors oui, mérité de ouf. Mérité. Comme on l'avait dit ici, malheureusement, le seul personnage qui est en plus un personnage, on va dire secondaire, avec qui on arrive d'avoir de l'empathie dans le film, l'amour ouf. Oui, après. Cela dit, l'interprète qui joue le père. Karim Leclou. Karim Leclou. Il en a eu un aussi. Mais pas pour ce film. Pas pour ce film. Carrément. Mais voilà. Et sinon, au niveau des Oscars, vous voulez rajouter des choses? Moi, je pensais que c'était important. César ou Oscar? Non, Oscar. Là, au niveau des Oscars, mon ami, donc les Oscars. Vraiment, voilà. C'est 3 PO. J'ai pas suffisamment vu de. Je dis rien. J'ai pas suffisamment vu d'extraction cinéma. Non, après, au niveau des Oscars, honnêtement, moi j'ai ma déception parce que mon film de l'année n'a rien pris. Mais c'est surtout, je pense que la plus grosse déception. Était Dune. Non, moi c'est The Substance, mon film de l'année dernière. Et qui a pris juste pour le make-up. Donc c'est déjà bien, mais voilà. Mais il y a une personne qui est dans la tristesse absolue, Esteban. Tu veux bien prendre la parole? Je ne suis que tristesse. Parce que Dune 2 n'a rien Nosferatu n'a rien eu. Il a été nommé maquillage, décor, musique, il me semble aussi. Ouais. Il n'a rien eu. Je vais vous demander une minute de silence. Alors, on n'ira pas jusqu'à la minute de silence. Par contre, toute ton intervention sera en noir et blanc avec une petite musique douce derrière. J'espère. Et pour Dune 2, parce que Dune 2 c'était bien 2024. Mais Dune, ils prennent pas grand chose. Pas grand chose. Ouais. Alors déjà Dune, je crois qu'au niveau de la musique, Hans Zimmer, il avait été directement squeezé parce qu'il y avait trop de thèmes correspondant à Dune 1. En fait, c'est qui revenait, etc. Donc c'est pas chanson originale. C'est ça. Et je crois que déjà pour Dune 1, il était évincé parce qu'il y avait un thème qui était repris d'autre chose, ou enfin bref, c'était pas original. Bon. Et sinon, au niveau des Oscars pour Nosferatu, donc il y avait meilleur décor, meilleur costume, meilleur maquillage et meilleure photographie. Ça reste que du rêve. C'est pas normal qu'il ait pas eu la photo. Oui, moi aussi. Voilà, la photo, c'est The Brutalist qui le prend. Alors c'est pas du vol parce que bon, ça a été filmé en VistaVision et donc du coup, le VistaVision, c'est un vieux format qui est un peu, finalement l'ancêtre du IMAX, c'est parce que ça prend la pellicule pas sous le même angle. Bon voilà, je pense que c'est ça qui a flatté l'Académie parce qu'on a pris un vieux format avec de la péloche, vraiment très particulière. Mais ils auraient pu avoir au moins celui-là pour Nosferatu. Je suis totalement d'accord avec toi, même s'il y avait des gros concurrents quand même pour la meilleure photographie. Dune était présent pour la meilleure photographie, Brutalist aussi, mais comme tu l'as dit, Brutalist c'est très chialé, hein. C'est très symétrique, très... j'ai vu des extraits, genre là il y a un truc qui tourne là sur TikTok, c'est Adrien Brody qui met en place la bibliothèque. Oui. Tu le vois, c'est genre c'est des panoramas, t'as l'impression que chaque truc c'est millimétré. Ouais, mais c'est parce qu'on parle d'un architecte et de ce que lui il fait, donc finalement c'est ce que lui il fait qui est beau.
Oui, en fait, c'est sa vision. Oui, d'accord, voilà, ok. C'est pas tant. Voilà, et ce film-là, il est pas. Enfin, franchement, moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Brody, il fait du Brody et il est. Et en plus son personnage c'est un connard quoi. D'accord. C'est un connard qui a souffert, mais c'est un connard. C'est un connard. Donc enfin voilà, il fait pas vraiment les bons choix. Et t'es là, tu te dis mais mec, pourquoi tu fais ça quoi. Ouais, je comprends. Bon, ouais, c'était pas folichon mais qui prenne l'Oscar pour toi? Pas mérité. Il fait du Brody, mais c'est pas le pianiste quoi. Ouais, c'est pas le pianiste. Et je pense qu'en fait, c'est juste. Enfin bref, en plus il le prend pour le pianiste, là il le reprend pour le brutaliste. Enfin en gros, il est catalogué. Voilà. Oui. Je suis un immigré juif européen. Voilà, j'ai souffert, machin. Enfin. Je trouve ça dommage pour lui. Après, c'est vrai qu'il a essayé de se réinventer dans d'autres rôles. Tu vois, on l'avait vu dans Predator, par exemple, et ça n'avait pas marché. Bon, c'est vrai. Éventuellement, je comprends qu'il revienne aux fondamentaux. Après, voilà, je sais pas à qui on aurait pu le donner d'autres. Attends, je sais plus déjà les nommer. Pour cette catégorie-là. Voilà. Sinon, si on veut continuer dans les déceptions, Jeremy Strong qui prend pas. Qui prend pas le meilleur acteur, le meilleur acteur dans un second rôle. Sébastien Stan, à mon avis, devait être dans la même catégorie. Sébastien Stan, voilà, exactement. Il aurait pu le prendre. Après, voilà, ça, c'est des choix qui sont très politiques. Oui. L'Académie, elle va pas valider Trump, donc elle va pas valider. Même des performances qui sont exceptionnelles. Et d'ailleurs, Kieran Culkin qui prend l'Oscar. Dans la même catégorie que Jeremy Strong, tout de suite, ses premiers mots, ils sont pour son partenaire de jeu, donc dans la série Succession, qui est Jeremy Strong, direct quoi. Et après, bon, il part sur son délire de 4e enfant avec sa femme, qui est très drôle, cela dit. Mais après, pareil, c'est un choix logique pour les Oscars, je trouve, parce que Kieran Culkin, c'est un môme de cinéma. Il est né là-dedans, enfin, il n'est pas né dans une famille qui faisait ça de base, mais voilà, il y a le American Dream et le fait que voilà, n'importe qui peut y arriver, même si t'es poussé au cul par la mauvaise famille, etc. Et que si tu te donnes là-dedans, voilà. Enfin, c'était un choix logique. Non mais je suis d'accord. Après sinon juste pour revenir, après on termine là-dessus sur les Oscars, mais c'était très intéressant ces petits débats dessus. Donc meilleur acteur donc qui avait nommé donc Adrien Brody, Ralph Fiennes, Sébastien Stan, et Timothée Chalamet et Colman Domingo. Bon, Timothée Chalamet c'est pour un parfait inconnu. Honnêtement, d'après ce que tu nous as dit l'émission précédente, GG, il avait fait quand même autre chose que Timothée Chalamet, donc c'était peut-être intéressant de lui donner la statuette à ce moment-là. Ouais, mais il s'est beaucoup fait moquer vraisemblablement parce qu'il était dans l'imitation de Bob Dylan apparemment. Enfin, j'ai vu ça par la suite que il y en a beaucoup qui l'ont moqué, etc. Et tu vois, par exemple, si on revient à Brody là qui joue un immigré hongrois, j'ai vécu en Hongrie pendant 1 an. Son accent hongrois, alors sauf dans les voix off. Son accent hongrois, il est pas du tout, enfin il est pas bon même quand il parle hongrois, quand il dit donc le bozmeg, qui est l'insulte de base en hongrois. Non, il l'intonne pas, il l'intonne pas comme il faut. Et déjà rien que ça, moi ça m'allait pas. Mais après voilà, je veux bien comprendre qu'il y a que moi que ça va faire tiquer, ou éventuellement peut-être des Hongrois où ils vont se dire non mais là ça passe pas. Alors que tu vois Felicity Jones, elle avait un accent hongrois et un parler hongrois quand c'est en hongrois, qui était tout à fait honorable. Ouais, qui était, enfin, c'était vraisemblable quoi, de fou. Ouais. Eh ben, écoutez, merci beaucoup les amis. En tout cas, voilà. Une dernière chose, juste Disney+, arrêtez ne refaites pas cette espèce de doublage pété qui avait par-dessus la cérémonie des Oscars. Je sais que c'est compliqué peut-être de faire des sous-titres en direct, etc. Mais ça se fait pour les élocutions présidentielles. Alors je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas pour les Oscars, mais franchement c'était affreux. Il faudrait une option pour le désactiver. Ou au moins l'option pour le désactiver, s'il vous plaît, pour les prochaines fois, si vous avez les droits de diffusion. Oui, c'est vrai que cette année c'était diffusé sur Disney+, c'était intéressant de souligner ça. J'ai autre chose en termes d'actualité, donc pour répondre en fait à un commentaire qu'on a reçu les amis.
petit voilà sur notre vidéo YouTube Captain America. Donc voilà, une personne a un peu mal pris que l'on parle de The Suicide Squad, donc de James Gunn, parce que pas de James Gunn, oui, il a pris mal qu'on parle de ce film-là en particulier, alors qu'on parlait surtout du film de David Ayer. Mais voilà. Mais en gros, on parlait des films des anti-héros. Et je voulais revenir dessus parce que dans 2 mois, il y a le nouveau film de Marvel qui sort, donc Thunderbolt, où on parle d'anti-héros. Sauf que Marvel, ils ont sorti une nouvelle bande-annonce de Thunderbolt. Je vous propose de la regarder et on en discute après. There's something wrong. The Avengers are not coming. Who will keep people safe? De retour, voilà. Alors, donc, les amis. J'avais pas eu vent de cette nouvelle bande-annonce. Et elle est sortie il y a un peu moins d'une journée, voilà. Et donc, c'est une bande-annonce qui fait un peu parler d'elle, parce que là, au lieu de mettre en scène plutôt le casting, ils mettent en scène les personnes qui sont derrière la caméra, qui sont des gens qui viennent principalement du milieu film d'auteur américain, principalement A24. Et donc, pour moi, ça hype un peu. Et c'est ce que je voulais répondre, en fait, entre guillemets, à la personne qui nous a dit, mais surtout pour reparler de ça, ce qu'on attend d'un film avec des anti-héros, c'est d'être surpris. Quand on a eu Deadpool au cinéma, c'était une vraie surprise. C'était nouveau, un vrai vent de fraîcheur dans le cinéma, surtout pour Marvel. Les Gardiens de la Galaxie ont fait la même chose. C'était renouveau dans le MCU, avec beaucoup de musique, avec beaucoup de tout ça. Ce sont des films qui traitent de anti-héros et qui sont réussis. Ce qu'on a parlé de The Suicide Squad, ce qui ne va pas, c'est cette espèce de Blooby-Boulga où ils essayent en fait de créer une espèce de team et il n'y a aucune cohésion entre eux puisque c'est Will Smith en devant, ensuite Harley Quinn et les autres on verra. Et c'est entre guillemets pour le film de David Ayer. Pour le film de The Suicide Squad, c'était plus, on va dire, un avis personnel. J'ai un peu plus de mal avec l'humour de James Gunn, etc. Mais en aucun cas on a critiqué le film pour ce qu'il était. C'est même plutôt un film réussi dans son ensemble. C'est plutôt en fait un avis personnel sur James Gunn. Là, honnêtement, cette bande-annonce me hype de fou pour Thunderbolt. Ouais, alors là, moi j'ai un commentaire de Arsouille. Ouais, je l'ai pas, moi. Qui nous dit: on ne dirait absolument pas un Marvel la vache. Et oui. C'est vrai, je trouve que la réal de cette bande-annonce est vraiment ouf. Ah oui, totalement d'accord. Et avoir ça juste après Captain America, c'est bien joué. Je suis totalement d'accord avec Arsouille. Et désolé, je n'avais pas vu tes messages, Arsouille. Ça n'apparaissait pas sur ma tablette. Cette tablette ne va pas. C'est un peu le problème de Marvel. Ils teasent toujours avec des nouveaux trucs. Parce qu'il y avait eu le pareil avec Captain America. La première bande-annonce, c'était ce truc en noir et blanc avec les lignes, tout ça. C'était assez original. C'est vrai que c'était pas mal. Et après, on est passé sur une bande-annonce classique. Et après, le film, qui a été. Donc, est-ce que, certes, ils arrivent très bien à hyper. Et à chaque fois, c'est décevant quand même. À voir, en tout cas. On verra. En tout cas, celle-ci est plutôt changeante. Et je trouve qu'elle amène un petit vent frais. Ah bah, on sent clairement le passage de The Substance quand on met cette bande-annonce là, quoi. Entre le choix de la musique, le montage, l'espèce de les titres qui blurrent là un peu là. Enfin franchement, ouais, là ça m'évoque ça et tu vois tout de suite en voyant les noms et etc. Je me suis dit ah ouais, A24 quoi. Voilà, on est d'accord. Ils misent là-dessus et c'est bizarre. Pourquoi ils ont pas sorti ça avant l'autre daube C'est vrai que la première bande-annonce c'est mauvaise. Bah c'est ça. C'est mauvais, les amis. J'ai vu la première bande-annonce au cinéma, évidemment. Et alors, c'est mauvais? T'étais là.
le film d'action classique. Et je t'ai dit, je crois, ça ne donne absolument pas envie. Non, ça fait film d'action classique. Je n'ai pas vu la seconde qu'on vient de voir parce que je suis de tôt. Alors si le budget le permet, un jour on aura peut-être un écran. Alors oui, déjà. Retour. Mais attendez, excusez-le parce que le gars est juste tellement stock qu'il peut pas se tourner. C'est déjà compliqué. Et dites-vous bien, il est sur une chaise tournante. Voilà. C'est encore plus compliqué. Le problème de toute façon, c'est qu'il y a Esteban devant l'écran, donc je n'aurais rien vu. Mais un jour on aura un écran retour, vous inquiétez pas. J'ai pas vu, mais voilà. on regardera ça. Mais c'est pas, voilà, on regardera ça. En tout cas, la musique donne envie. Voilà, le sonore donne un peu plus envie que la bande-annonce. Honnêtement, j'avoue que cette bande-annonce-là m'a clairement hypé, contrairement aux deux autres bandes-annonces qu'on avait pu voir au cinéma. Oui, mais donc bravo une Marvel. bande-annonce et c'est du montage. Et... Bien sûr, il faut voir le film. Mais enfin, tu vois, les deux autres bandes-annonces, elles étaient là, genre à taper sur l'épaule, genre t'as vu, ils sont copains, ils s'entendent bien mes personnages, t'as vu? Vas-y, recevez le bon. Oh la vache. C'est méchant, on est méchant, mais recevez le bon. Super. Moi j'aime bien cette imitation. Mosinor, non? Non, je sais pas. Je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était Mosinor. Excuse-moi, là, ça vient me titiller les oreilles. Non, bah écoutez les amis, merci en tout cas pour ce petit débat. Et n'hésitez. Et dans le chat, vous, est-ce qu'elle vous a plu cette bande-annonce? Parce que c'est vrai que vous parlez de Marvel. Ça, c'est la question. Après tous les Marvel qu'on a eu, est-ce que celui-là sera mieux? Réponse au mois de juin pour nous les amis, puisqu'il sort au mois de mai. Hein, donc voilà, donc on a un mois d'écart. Non, il sort au mois de mai. Okay. Voilà, il sort au mois de mai, mais nous on en parlera au mois de juin. Voilà. Et ben je vous propose qu'on passe tout de suite à la première rubrique de la soirée. Hein, c'est le premier box-office sur The Monkey. C'est parti, générique. Alors nous on n'a pas de retour, mais il n'y a pas de son qui sort pour les gens. Nous n'avons pas de son pour le jingle. Eh ben écoutez, c'est un box-office donc muet que vous allez faire. C'est ça. Ekichi, est-ce que tu peux t'occuper de la langue des signes s'il te plaît? Alors là, mettre le jingle en post-prod, ça va aller, mais c'est bien les amis. On est en direct, on est avec vous. N'hésitez pas donc à réagir sur Twitch les amis. Donc ce Monkey ou la merveilleuse imitation de GG est un film réalisé par Oz Perkins. Tout de suite, bande-annonce. Vous avez été voir? C'est comme dans ce resto. Spaghetti City. Tout va bien? Ouais, tout va très bien. Come on, baby, let's have some fun. De retour dans le studio de Chemical Production et apparemment, tu n'auras pas de travail. Ekichi, ils ont tout entendu. Il y a juste nous qui n'avons pas de retour sur le jingle. Voilà. Ah d'accord. Voilà les amis. Donc merci en tout cas d'être réactifs sur le chat et bienvenue Drakaslash. Ça fait plaisir de t'avoir sur le chat. Donc le synopsis de The Monkey, il est très simple. Hal et Bill, son frère jumeau, un jour, alors qu'ils font du rangement dans le grenier, ils tombent par hasard sur un vieux jouet de leur père. Un singe frappant un tambour. Peu après, ils commencent à être témoins d'une série de morts horribles liées au jouet. Ils décident alors de s'en débarrasser et de poursuivre leur chemin séparément. Cependant, d'autres personnes meurent. Les deux frères vont alors être obligés de se réconcilier pour stopper définitivement le massacre. Alors, je vais donner la parole à Maxime. Mais oui, c'est ton retour. Donc autant te laisser reprendre la parole sur ce film. C'est dommage parce que c'est celui que je pense j'ai le moins apprécié. D'accord, mais pourtant, tu l'as vu, on l'a vu ensemble. Mais oui, tout à fait. Bah oui, c'est vrai, voilà. Pourtant, moi j'ai bien rigolé. Et alors, rigolé, moi, les amis. Alors, rigoler, je ne sais pas, c'est pas forcément un film drôle, mais il y a certains passages. En fait, c'est ça qui est fou avec ce film, c'est que tu regardes la bande-annonce, on va te le balancer limite un petit peu en film d'horreur adapté de Stephen King, nanana. Et puis quand t'arrives, en fait, t'es devant un mélange entre un Jumanji et un Destination Finale. Mais en mal fait. Oh, mal fait, t'es dur. Je suis désolé. Moi, j'adore ce qu'il se frotte les cuisses. Non, je suis désolé. Désolé. Bah, bon, ça m'a fait rire un petit peu. Bon, il y a 2-3 passages. Il y a des personnages pour moi auxquels on s'attache pas forcément, comme son fils par exemple. Voilà, mais c'est des trucs que t'oublies, tu vois. C'est le singe, personnage un petit peu central du film.
dès qu'il tape, il y a un mort, quoi, limite. Enfin bon. C'est le principe. C'est le principe, mais il y a des morts drôles quand même. C'est le but. Hein. Voilà, il y a quand même, les morts sont un peu drôles, mais sinon, je sais pas l'intérêt du film. J'ai pas trouvé ça fou. Alors bon, il y a toujours un jumeau maléfique. Moi-même qui ai un jumeau, je cherche encore lequel est lequel. J'ai envie de me dire je suis gentil, mais de la table. C'est compliqué. Et non, après ce film, non, ça m'a pas. Il t'a pas transcendé. Non, pas du tout. Et puis bon, après mais par contre, je suis surpris parce que je pensais que ça allait être Présence, moi qui allait être justement le film qui t'a pas transcendé. Du tout. On en parlera après, mais voilà. J'ai des choses à dire. Mais non, The Monkey, pour moi, c'est moyen. Même là, si on peut parler un petit peu de la voix française, parce que bon, évidemment, je l'ai vu en VF. Hein. Si je dis pas de bêtises, le doubleur de Theo James, c'est celui qui double dans la série Lucifer. D'accord. Normalement, je crois que c'est le même. D'accord. Et alors, ce qui est drôle, c'est que dans cette série, il double aussi le jumeau. Parce qu'il a un jumeau c'est Ézéchiel ou je sais pas quoi. Mais je trouvais ça mieux fait dans la série plutôt que dans le film. D'accord. Je trouvais que les deux personnages, ils avaient du mal à se démarquer. Ils lui ont fait une coupe un peu bizarre aux jumeaux, machin. Enfin, je sais pas. Moi, après, vis-à-vis de, entre guillemets, de l'univers, je l'ai trouvé quand même très particulier. Donc ça, c'est propre un peu au réalisateur, donc Oz Perkins. Son dernier film en date, c'était Long Legs avec Nicolas Cage, que je n'ai pas vu. C'est un film qui a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux, donc parce que Nicolas Cage fait une transformation dedans qui est plutôt impressionnante, mais apparemment là on reprend les codes justement de son cinéma où c'est un peu sanglant. Le film est très sanglant, mais vu que les morts sont déguisés sous forme humoristique, globalement ça passe, on n'a jamais ce sentiment de peur, et je pense que les gens qui vont aller voir ce film s'attendent pour aller voir un sentiment de frisson et vont être bernés de A à Z. Et Kichi? Oui, c'est un peu un ovni. C'est vrai qu'il flirte beaucoup. Il flirte entre le burlesque, le drôle et le gore. C'est même pas horreur. Hein. Pour moi, à aucun moment il est vraiment horreur effrayant. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'attend pas à voir ce genre de film. Un petit peu, ce qu'avec la bande-annonce, la musique et puis les titres, voilà, ça fait un petit peu. On dirait, et ça va être quelque chose de de différent. Mais ouais, il m'a pas laissé. Enfin, il m'a laissé justement indifférent ce film. J'étais content de. Ouais, je l'ai vu, c'était pas mal, mais ouais, très spécial. Mais il vous a pas donné envie quand même d'aller lire la nouvelle de Stephen King? Absolument pas. Ouais, j'avoue que ça m'a donné envie d'aller lire la petite nouvelle là de Stephen King, parce que déjà on a quelques quand même interrogations vis-à-vis du film, surtout à la fin où on a ce cavalier là qui passe, d'où il sort, pourquoi il est là, est-ce qu'il vient d'un autre univers des œuvres de Stephen King? Gary m'en a même parlé quand il a vu le film, donc tu vois, moi il y avait quand même quelques interrogations qui m'ont fait dire, est-ce que dans le bouquin on n'a pas d'autres réponses? Après, le jeu des acteurs, j'ai pas trouvé ça mauvais. Non mais j'ai pas trouvé ça mauvais, mais j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Par contre, je suis totalement d'accord avec toi, le gamin, on n'a aucune empathie vis-à-vis de lui. Il est inexistant. Non, mais franchement, il est pas appréciable, on va dire. En plus de ça, on l'a dans la voiture avec le daron pendant tout le film, donc c'est pas une personne, on va dire, où j'aimerais passer 2 heures avec lui, tu vois. Mais voilà quoi. Gary, ton avis un petit peu sur The Monkey? Moi, un peu comme vous. Moi, j'y allais un peu en disant merde, c'est un film d'horreur, d'épouvante, j'aime pas trop voir ça. On sait que tu n'aimes pas ça. C'est ça. Pas tout seul en tout cas. Oui, c'est vrai. Mais au final, je me suis bien marré devant. D'ailleurs, les autres, je pense, c'est des surprises qu'on était une vingtaine dans la salle et moi je rigolais comme un con au mort. C'était un film comique pour lui. C'est ça. Oui. Non, mais la plongeuse qui plonge dans la piscine et qui explose, mais voilà. Ça, on le voit dans la bande-annonce. Mais voilà, après le reste. C'est vrai qu'en termes de réalisation, il n'y a pas de fulgurance. Non. Et moi, je me suis posé la question, ce singe, il vient d'où et pourquoi? Enfin, c'est un peu comme Annabelle, c'est un peu le même délire. Mais comme le Jumanji. Voilà, l'objet maudit et tout ça. Oui, voilà, c'est le diable qui est en lui. Bon, voilà. Ce truc qui est épouvante, c'est à un moment, il découpe et tu vois qu'il saigne, tu vois. Alors, c'est ça qu'on voit un peu le côté Annabelle, ouais.
Oui, c'est vrai. Et le fait qu'il revient tout le temps, c'est pas possible. Non mais c'est vrai. Mais ça c'est pour ça que je dis moi il m'a fait penser à un mélange entre Final Fantasy et Jumanji parce que t'as ce délire où vraiment t'as beau le jeter à la flotte. Non, Destination Finale, pas Final Fantasy. Oui, Destination Finale. Merci beaucoup. Et Jumanji, voilà. Et pourquoi j'ai dit Final Fantasy mais ouais et ce délire vraiment où tu le jettes de n'importe où, le gars revient, il y a toujours les tambours, tu rentends. Bref, ça m'a fait grave penser à ça et ce qui m'a fait penser à Destination Finale, c'est les enchaînements pour que les mecs meurent. Tu sais, t'as vraiment cette combinaison de genre le coup de la tente. Ah, qu'est-ce que j'ai rigolé. C'est un des meilleurs. Ah ouais, mais qu'est-ce que j'ai rigolé, on va dire vraiment le pot de fleurs, le machin, et puis finalement t'arrives le panneau Ansel, tu vois, tu fais oh mais magnifique. Ça, tu vois, j'ai trouvé quand même que dans la recherche des différentes morts pour les personnages, c'est plutôt original quand même, sachant qu'en plus cette année on a un Destination Finale. C'est cool, on va dire, de retrouver un peu ce côté-là au cinéma. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. GG. Ouais, enfin voilà, c'était un peu, oui, c'était grotesque quoi. Le côté horrifique de comment on te le vend, il tient vite fait quand ils sont gamins et après c'est fini quoi. Déjà une fois que tu as eu l'enterrement de la daronne, tu sais que voilà, que c'est vraiment pas à prendre au sérieux. Et en fait, oui, enfin c'est voilà, moi j'ai pas ri à gorge déployée. J'étais plutôt dans des mais pourquoi enfin bref, c'était pas ouf, tu vois. Éventuellement j'aurais préféré un Jumanji sanglant à ça. Ah ouais, carrément. C'est vrai qu'un délire à la Jumanji un peu gore, etc., ça aurait pu être cool. Surtout qu'en ce moment, on a un peu, il y a un peu un petit studio indépendant là qui essaye de faire un Pooniverse là, un délire où ils prennent des œuvres de Disney et ils les mettent en film d'horreur. On a Winnie, on a Popeye. C'est parce qu'ils tombent dans le domaine public aussi. Ah oui, oui, il y a ça, il y a Mickey. C'est qu'au fur et à mesure, ça tombe dans le domaine public, tout ça. Et comment ? Oui, par contre, moi, ce qui m'a fait le plus peur, c'est pas tant le film que plutôt une news que j'ai vue derrière. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais vraisemblablement ce réalisateur aimerait travailler sur un film autour de Dark Vador. Si c'est pour faire ça, non, laissez Dark Vador tranquille. Bah oui, et on a Lulu qui est sur le chat de Twitch, les amis, qui nous dit hello la team, voilà, hello la team, voilà. On a The Monkey, donc lui il a bien kiffé, il a trouvé ça vraiment très drôle. Pour vous dire à quel point c'est pas un film d'horreur, il a vraiment trouvé ça très drôle. Par contre, à quel moment une personne électrifiée dans une piscine explose, c'est la question que l'on se pose encore. Je ne suis pas scientifique. Il faudrait essayer. On va l'expliquer. Si t'as 20 000 ampères peut-être, mais... je sais pas. Et donc Lulu nous dit comme quoi la bande-annonce de Bambi de cet univers vient de sortir aussi. Voilà, donc du Pooniverse. Donc d'accord. Wait and see, voilà. Mais comme je vous dis, il y a vraiment Bambi qui se venge. Bah, peut-être. Ouais, ça doit être ça. Elle va essayer de choper le délire. Elle va essayer de choper tous les chasseurs. C'est ça. C'est ça. Et c'est un film écolo. Drac Slash nous dit comme quoi elle réagit à ce que tu disais, GG, par rapport à Dark Vador, et je sens que elle est pas contente qu'au cas où il veut faire un film dessus, elle dit non, pas touche à Dark Vador. Ah non, pitié non quoi. Ah oui, non, pitié non. Non. Enfin, si c'est pour faire ce genre de choses, non, vraiment. En tout cas, je pense que Hayden Christensen, bah lui, je pense qu'il serait chaud parce qu'il est encore là. On le voit de temps en temps. Il est pas non plus. Et puis il est pas perdu. C'est-à-dire que moi, j'arrive à le voir sur les réseaux. Oui. Et puis Hayden Christensen, il a un peu ce délire de revival. Les fans un peu se sont excusés de ce qu'ils ont fait subir à cet acteur. Il y a le délire où maintenant il fait énormément de conventions. Il me semble que dans une quarantaine de jours, il y a la Star Wars Convention là qui se passe à Tokyo, si je me trompe pas. Donc il sera là. Il serait capable de revenir. On l'avait plus ou moins vu à Obi-Wan. Oui, dans Obi-Wan, dans la série. Et d'ailleurs, les fans avaient aimé cette scène là quand même. Ah bah bien sûr. Arso il me confirme que voilà, comme quoi tout a changé pour lui. Bah oui, clairement. Dans Ahsoka, il est revenu aussi. Ahsoka, oui, exactement. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a un vent nouveau, on va dire,
pour Hayden Christensen et c'est tant mieux parce que honnêtement en Anakin c'est pas lui le problème hein. Le 2 je l'aime pas trop mais c'est surtout le comportement du personnage que je trouve très niais mais c'est pas l'acteur finalement est plutôt correct et dans La Revanche des Sith excusez-moi du peu mais incroyable arrêtez non mais le problème c'est pas tant l'acteur que la direction d'acteur oui. Parce que dans le 2 regarde ce que Lucas a fait de Nathalie Portman quoi. C'est vrai aussi voilà il y a pas c'est ça le problème c'est qu'il y a pas d'alchimie entre les deux acteurs alors qu'ils sont censés vivre une romance etc c'est parce qu'ils sont pas dirigés comme il faut je veux dire totalement la Portman elle avait fait Léon avant il y avait rien à dire quoi oui et puis elle avait pas fait que Léon avant mais globalement entre autres quoi bref on touche pas à Dark Vador non mais ouais exactement. Ça c'est le côté de Ekichi. C'est un des plus grands méchants du cinéma. Tu nous fais du Gareth Edwards, tu vois, comme la scène dans Rogue One. Là c'est du Dark Vador. Là on en veut encore. Il y a aucun problème. Mais par contre si c'est pour avoir des trucs qui explosent de manière grotesque après un réalisateur la force qui fait tout, même le café avec une pointe de lait. Non, c'est un réal n'a pas toujours la même patte. Je pense d'un film à un autre aussi des fois peut-être. Alors Gareth Edwards est quand même très très bon. Ouais, c'est-à-dire même le dernier film là qui était pas fou. Il y avait une vraie bonne réal, etc. Non, moi je parle de l'histoire où en fait c'était convenu, tu le voyais arriver de loin, de ouf, etc. Mais après c'était beau. Et puis Gareth Edwards, c'est Gareth Edwards, oui, le réalisateur. Il fait Jurassic World cette année. Ah oui. C'est lui qui est derrière Jurassic World là. Donc déjà on a plus ou moins un visuel de la bébête qui va venir les embêter pendant le film, un espèce de dinosaure mélangé xénomorphe. Les dino-baleines. Ouais, c'est quoi on se dit c'est pas les pires dinos qui ont été mis sur une île parce qu'ils étaient trop dangereux, trop machin. Donc c'est toujours les pires. C'est les dinos plus et toujours les pires. Voilà. Donc en tout cas cette année Jurassic World risque d'être impressionnant. En tout cas on l'espère. Gareth Edwards nous a toujours habitués à de l'impressionnant. Il y aura du rapport à l'échelle quoi. C'est ça, le grandiose il sait faire. Scarlett bordel. Argument Scarlett Johansson, allez. Après ce sera le même scénario. Oui, clairement. En tout cas on est tous d'accord pour dire The Monkey, à part peut-être Lulu qui a trouvé ça un peu drôle. Non, moi j'ai trouvé ça drôle, mais par contre honnêtement j'ai trouvé ça drôle, mais je pense que là aussi il y a peut-être un problème de communication autour du film. Tu le vends comme un film d'horreur, c'est pour ça que en fait au bout d'un moment faut être raccord avec ton film, faut arrêter d'essayer de surprendre avec ta bande-annonce et d'arriver à un contre-pied total. Voilà, moi je trouve que la bande-annonce gâcher, je sais pas, mais par exemple essayer de pas le vendre comme il est pour pas gâcher le burlesque et les surprises des morts, parce que si une bande-annonce de ce genre de film, si tu montres pas les morts, tu es obligé de montrer que les autres scènes qui du coup alors oui, mais t'es pas obligé de mettre une musique ultra stridente comme tu l'as mis, t'es pas obligé de faire des gros plans rapprocher des yeux du singe pour te dire attention il est là, alors que le singe le seul moment où il est flippant c'est quand on lui coupe le bras et qu'on voit qu'il saigne. Honnêtement tu vois, et pour moi il y a encore un problème de com autour du film. Cette année on est gâté en termes de communication. SOS Fantôme problème de com, Captain America problème de com, là Monkey problème de com. C'est pas l'histoire qui pose problème, c'est pour ça que moi l'histoire de ce film m'a plus ou moins donné envie d'essayer de choper cette nouvelle pour essayer d'en savoir plus et de savoir justement si on a une origin story sur ce singe. Est-ce que le traitement des jumeaux est un peu plus intéressant dans le bouquin? Stephen King il écrit des choses quand même c'est assez étoffé, des choses comme ça, et puis souvent ces adaptations au cinéma sont loin de ses écrits. Shining en est la preuve parfaite. On est loin on va dire de ces deux œuvres. Après, on a aussi eu la chance d'avoir des très très bonnes adaptations de ses œuvres Stephen King. La ligne verte, exemple parfait. Ou sinon, j'allais plus ou moins situer, puisque je venais de parler de Shining, mais de Dr. Sleep, qui est une suite qui à la fois prend en compte le Shining de Kubrick sans le renier, et surtout repart sur l'œuvre originale de King. Œuvre parfaite, Mike Flanagan, bravo quoi, tu vois. Il était génial. Moi, cette séance de voyage astral là. Ouais. Magnifique. Merveilleux quoi. Mais oui. Je me suis dit mais ils ont vraiment filmé un voyage astral.
Voilà. On a cette impression. Quoi. Franchement, c'était fou. Ouais, vraiment. Donc, bref, voilà. Donc, des adaptations Stephen King, il y en a plein. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. The Monkey, potentiellement, tant que j'aurais pas lu le bouquin, je pourrais pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise. Moi, ça m'a donné envie de plonger dans cet univers. Apparemment, vraiment, le bouquin, il fait 96 pages. Hein, c'est rien du tout. C'est une nouvelle. Hein. Donc voilà. Mais honnêtement, problème de com sur ce film. Encore une fois, c'est peut-être entre guillemets notre glitch à nous pour dire voilà. Mais quand tu vas voir ce film, et honnêtement, il y avait un peu de monde dans la salle, les gens ne l'ont pas apprécié parce qu'ils s'attendaient pas à ça. Ils s'attendent à frissonner. Après, le problème qu'on a aussi, c'est que peut-être qu'on attend forcément d'un film d'horreur qui soit dans l'effrayant. Alors que tu vois, un film comme Beetlejuice, c'est un film d'horreur, mais il l'est pas. Mais après, il a jamais été vendu comme un film d'horreur. Voilà, il a jamais été vendu. Tu vois, il a jamais été vendu comme un film d'horreur. Et pour moi, Beetlejuice, c'est l'exemple parfait de la comédie horrifique. Mais tu vois, mais c'est vendu tout de suite. Oui, on sait ce qu'on va regarder. Après, on avait vu le 1 aussi. Oui, mais même le 1, la bande-annonce, elle est là, elle est pas là pour t'effrayer. Oui, mais c'est pour ça. Là, clairement, The Monkey, c'était. Moi, je te l'ai dit d'ailleurs au début, je t'ai dit, c'est un film d'horreur et tout. Tu m'as dit, non, pas trop en fait. Parce que j'avais déjà vu des retours sur internet qui disaient comme quoi attention etc Monkey surprenant sur certaines formes, mais honnêtement tu prends le poster et tu prends la bande annonce. Désolé, c'est la com, comme tu dis. T'as un plan des yeux de verre du singe, surtout qu'ils sont perçants de fou. Pas envie de l'avoir dans la chambre quoi. Déjà la scène du début avec le papa et le lance-flamme, tu t'attends au truc. Par contre, ça j'ai kiffé la séquence là, qui essaye que le père essaye de se débarrasser et que vraiment dans ce petit shop là, ça c'était pas mal. Bon les amis, merci pour tout en tout cas sur The Monkey. Je pense qu'on a fait le tour. Merci pour ce débat. On s'est un peu éparpillé, mais bon, c'était très intéressant. On va tout de suite passer donc au deuxième box-office de la soirée. Je vais laisser donc Esteban nous mettre le petit générique. C'est parti. De retour dans le studio de Chemical Production et donc on continue un petit peu notre voyage on va dire dans les films de genre ce soir puisque tout de suite on va parler du dernier film de Steven Soderbergh. C'est parti pour Présence, bande-annonce. Et tu te demandes ce que ça ferait d'être à cet endroit aussi. Bravo, parfait. Ce qui a dit Cacharel, incroyable, présence de Cacharel, mais incroyable, magnifique. Vous ne l'avez pas entendu, mais bon bref, magnifique. On pouvait pas réattaquer sans faire style, voilà quoi. Donc présence. Donc comme je le disais, est un film réalisé par Steven Soderbergh avec Lucy Liu et Chris Sullivan. Le synopsis, là, il est très très simple. Une famille emménage dans une nouvelle maison où une mystérieuse présence hante les lieux. C'est un film conceptuel, les amis, de Steven Soderbergh. Steven Soderbergh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réalisateur plutôt de grande renommée à Hollywood. Il a fait des films comme Traffic, il a fait des films aussi comme Magic Mike, des choses comme ça, et surtout il a fait la saga Ocean's 11 derrière. Donc c'est un mec qui touche à tout et il aime en tout cas toucher à tout en termes de cinéma et sa quête de faire des films de tous les types continue et donc là il s'attaque un peu au film de fantôme et il essaye de le révolutionner puisque le but du film est d'être à la place du fantôme de A à Z, non pas être en plan séquence mais en POV comme on peut dire sur TikTok. Ekichi. Alors moi j'ai pas vu la bande-annonce du tout. Et là, est-ce qu'elle serait pas aussi un petit peu, entre guillemets, mensongère, parce qu'elle est quand même beaucoup dynamique et c'est juste une scène du film en fait. C'est vrai. Donc, je suis d'accord avec toi. Après, faut accorder une chose à ce film, il est extrêmement immersif. Pour le coup, en même temps, je pense que c'est le but. On est dedans, on suit les personnages. Au début, c'est pas qu'on s'ennuie, mais après, on aime suivre quand même ce qui se passe. Et puis, on est pris dans ce personnage qu'on incarne dans ce film. Mais il se passe pas grand chose, c'est dommage et j'ai pas aussi vraiment, enfin c'est pas que j'ai pas compris la fin, c'est que à la fin
on se doute que donc le frère devient la nouvelle présence du film, enfin de la maison. Non, c'est la présence depuis le début. Twist. Puisque je sais pas si tu te souviens, mais la personne tu vois, j'ai pas compris le film alors. En fait, la personne. Alors justement, ça rentre en compte avec une personne dans le chat. Pour moi, la présence c'était l'ami de la meuf qui est décédée. Non. En fait, depuis le début, c'était lui, puisque je sais pas si tu te souviens, mais quand la voyante vient, elle dit qu'un fantôme il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans le futur. En fait, il n'y a pas de temporalité pour lui. Et en fait, il était déjà là. Alors, donc on va y revenir. Déjà bravo. Et merci, je t'avais expliqué ça à la fin du film. Donc dans le chat on nous dit que c'était éclaté. Alors bon les amis, qui dit ça? Alors attendez les amis. Donc non mais j'aimerais vraiment qu'on recontextualise parce que je comprends que comme tu l'as dit, on ne puisse pas aimer le film. C'est un film concept. Donc voilà, mais moi j'ai pas détesté. Mais du coup là je vois le truc différemment parce que j'avais plus l'info de ce truc de passé présent. Pour moi en fait la présence donc c'était l'ami qu'on a parce que la nana arrête pas de parler de son ami qui est décédé. Pour moi c'était ça. Elle pense que c'est elle. Et après pour moi comme le frère est mort, je me suis dit ça se trouve c'est chaque personne qui meurt dans la famille devient la nouvelle présence. En fait c'est vraiment on le voit s'envoler à la fin. J'ai encore moins compris. Non mais en fait c'est lui. Il s'envole parce que ça y est, c'est la rédemption. En fait, il a fait ce qu'il avait à faire là, quoi. Donc c'est une présence du futur passé. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, donc pour recontextualiser un petit peu le film, donc comme tu l'as dit, GG, c'est un film conceptuel et ça, c'est un peu ce qu'il aime faire Soderbergh en ce moment. Il fait des films concept. Donc là, le délire d'être en POV, c'est une volonté de sa part. Il y a quelques années, Monsieur Soderbergh avait voulu filmer un film entièrement à l'iPhone. Il l'a réalisé, ça s'appelait Paranoia. Il l'a filmé à l'iPhone 7. Donc bref, c'est quelqu'un qui aime essayer des choses et honnêtement sur son délire de fantôme moi j'ai bien aimé, je suis rentré dedans parce que en background comme dirait DJ Snake j'ai eu la chance de voir un film que je vous ai déjà parlé ici au micro et j'en ai déjà parlé donc dans la précédente version de l'émission. On a parlé du film de David Lowery, A Ghost Story. C'est un film qui vous plonge aussi à la place du fantôme, mais pas en POV. En gros, le fantôme, on le voit, et le fantôme est matérialisé par un drap blanc. Et c'est original. Ah, c'est original. Il y a des trous pour voir pour les yeux. D'accord. Vraiment, c'est original. Et vraiment, le film de David Lowery, c'est une claque monumental. Je l'ai vu donc avec mon ancien collègue de l'émission Savinien. S'il regarde l'émission ou s'il écoute l'émission plus tard, je le salue. Mais je peux vous dire que quand on a terminé le film Ghost Story, on a été manger au restaurant après. Honnêtement, compliqué de parler pour un petit quart d'heure. Il nous a fallu, on va dire, boire une petite binouse à côté, on va dire, pour réattaquer parce qu'il nous avait perturbé. J'ai pas eu ce sentiment avec Présence. Je l'ai vu avec mon petit Gary. Mais tu l'as rassuré? J'ai essayé. Tu sais, je lui tenais l'épaule comme ça, je disais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et globalement, ça s'est bien passé. Oui, il est gentil, ça. Oui, mais voilà. Très très gentil. Mais par contre, je peux comprendre que le film est honnêtement très lent. Très long. Quand on voit moi je viens de découvrir la bande-annonce. Moi, quand on a la liste de films, c'est vrai que certains films, je me dis, je vais les voir, je regarde pas parce que je vais voir comme ça, je suis surpris ou pas. Mais en voyant la bande-annonce, je me dis, oui, effectivement, si quelqu'un s'attend à ce que ça bouge, à ce que ça passe un truc à la Cloverfield ou ce genre de truc. Et j'aimerais énormément qu'au cas où dans le chat, etc., si les personnes l'ont vu, puissent me dire si justement ils y sont allés parce qu'ils ont vu la bande-annonce, parce qu'ils ont vu l'affiche, ou c'est parce qu'ils savaient que c'était Soderbergh qui est derrière et qu'ils aimaient bien, on va dire, le délire, on va aller voir un film conceptuel, etc. Ça peut être très intéressant. Maxime, j'ai l'impression que t'as aimé. Mais oui, moi j'ai bien aimé. Attends, mais oui, non. C'est vrai que j'ai apprécié. Alors, je comprends le fait que c'est un peu long pour certaines personnes, c'est-à-dire qu'en fait c'est des... Alors moi j'ai adoré déjà le fait qu'on soit totalement à la place du fantôme H24, enfin en tout cas pendant tout le film, et en fait c'est... Alors il y a les coupures, hein, ça fait des fondus au noir, oui. Tac tac, tu reprends une scène, tout ça. Et en fait c'est peut-être long parce que c'est les scènes lambda de la vie. C'est-à-dire qu'en fait dans la vie tu vas pas parler H24, il va pas forcément... Voilà, c'est plutôt cru, c'est plutôt réaliste en tout cas sur les scènes de vie. S'il y a un truc peut-être que je trouve dommage, c'est qu'on n'aille pas plus loin aussi dans ce qui se passe avec la famille. C'est-à-dire que le papa, j'ai l'impression soit c'est lui qui s'est fait tromper, soit c'est lui qui a trompé. J'ai pas compris ce
Oui, j'ai pas suivi. En fait, le truc, c'est que j'aurais voulu en savoir un peu plus sur cette histoire. Le délire du couple, j'ai pas suivi. C'est ça, moi je trouve ça un peu dommage. Alors on comprend un petit peu qu'il y a eu quand même un fait quand il appelle son ami, il dit bah en fait non, ça va pas, machin, je suis vraiment dans une mauvaise passe. J'aurais voulu en savoir un petit peu plus. C'est dommage. Mais sinon, sur les effets de longueur, bon, c'est pas un film qui dure très longtemps, je crois qu'il fait 1h25, un délire comme ça. Hein, donc voilà, en fait, il y a des moments un peu longs, mais il est pas si long que ça, en fait, finalement. Et j'ai adoré le fait, le plot twist, en fait. Moi, j'ai adoré. Parce que je me suis dit, moi, je vais vous expliquer comment j'ai pris le film. Vas-y, explique-nous. On voit une présence, il y a personne, la famille s'installe. Et au début, tu te dis, ok, bah c'est un mec qui était déjà dans la maison, il y a eu un mort dans la maison, il y a eu un truc, on va s'attendre à un délire comme ça. Après, il y a le délire effectivement des deux copines qui sont mortes, dont une dont elle était vraiment proche. Et finalement, quand elle commence à expliquer, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur pour les fantômes, et que finalement, à un moment donné, il s'énerve contre le frère. Bah, c'est ça, oui, voilà, il s'énerve contre lui-même parce qu'il dit t'es con avec toi-même. Ah ouais, d'accord. Parce que c'est le moment où en fait il est en train de faire le coq à expliquer qu'il fait des trucs absolument horribles aux autres, et que c'est justement ce genre de choses horribles qui va arriver. Voilà. Et moi j'ai adoré le plot twist, c'est-à-dire la mère qui voit c'est lui. Je pense que on va le mettre en phrase. J'ai adoré le plot twist, les amis. Mais vraiment, je mettrais le petit cœur sur la miniature au-dessus de ta tête. Vraiment, je me dis mais putain, c'est bien pensé en fait. Et voilà, la fin était géniale, ça c'est sûr. Effectivement, l'action se passe plus sur la fin. Oui. Tu vois un petit peu que l'autre c'est un salaud. À un moment donné, d'ailleurs, il y a la voyante qui dit. À Pâques un peu quand même. Le gars là, le blondinet, c'est un tueur en série quoi. J'ai envie de dire quand même, on va dire les termes. Une belle petite merde, voilà. C'est un tueur en série. C'est un drogueur compulsif. Il veut droguer tout le monde. Non mais à un moment donné. Par contre, c'est vrai, c'est des mais qu'est-ce qu'il a à droguer tout le monde? D'ailleurs, moi je trouve ça dommage parce qu'en fait, ils l'ont pas écouté. C'est-à-dire que la voyante, elle revient en bas, elle essaie de lui dire mais je vois quelque chose avec la fenêtre, tout ça, et finalement tu vois que c'est il meurt comme ça. Ça commence par là. Hein. C'est ça. La première fois que tu vois le plan, c'est le fantôme qui regarde la fenêtre de toute façon. Il va à la fenêtre. Bah en tout cas, donc dans le chat, on nous dit comme quoi le concept était très bon, voilà. Mais n'hésitez pas à me répondre en tout cas si sur The Presence vous l'avez vu, en fait, vous avez été le voir par l'affiche ou la bande-annonce et que potentiellement ça vous a peut-être un peu biaisé. Je rejoins un peu quand même Ekichi sur le fait que la bande-annonce est un petit peu trompeuse sur le propos du film. J'aurais aimé une bande-annonce beaucoup plus calme pour répondre. Et j'aimerais revenir juste une chose, le seul truc qui m'a dérangé dans le film, c'est que on n'a pas une sensation de film, on a plus une sensation de scénettes qui s'enchaînent. Ah oui, tout à fait. Et ça, c'est un peu dommage, mais je sais pourquoi il l'a fait, parce qu'il veut montrer que le temps il passe et que lui bouge pas. Mais c'est dommage d'avoir fait ça, parce que ça se coupe beaucoup, ça se cut beaucoup, t'as beaucoup de séquences. C'est net, et les noirs ils sont un peu longs. Et les noirs ils font pas tous la même taille. C'est vrai. Peut-être. Non mais c'est voulu quoi. J'avais pas mon chrono. Yari. Écoute, moi j'ai un petit peu peur au début parce que. Moi j'ai eu un petit peu peur. Parce que même l'affiche fait très Conjuring. Oui, l'affiche fait très Conjuring. C'est pour ça que je voulais parler de l'affiche, parce que je sais que l'affiche, elle ne te mettait pas en confiance. Voilà. Non, c'est sûr. Et oui, on nous dit dans le chat qu'ils n'avaient pas vu la bande-annonce, donc je suis franchement désolé que vous n'avez pas apprécié le film, et que vous ne soyez pas entré dans le concept du film, parce que vraiment là on est sur c'est très cool qu'on en parle autour de la table et qu'avec vous les amis, mais c'est vraiment le genre de film qu'on peut trouver en festival, et honnêtement il a été sélectionné à Gérardmer, ça me surprend même pas. Donc quoi on disait l'affiche. La bande-annonce et l'affiche fait très Conjuring, tu vois. Mais au final, oui, pas du tout, parce que tu suis le fantôme et qui est assez gentil au final. Tu vois, il fait des petites blagounettes, c'est parti par là. C'est totalement gentil, parce qu'il sauve sa sœur. Est-ce que c'est pas glauque du coup que le frère crèche dans la. Ouais. Tu le sais qu'à la fin. Bien sûr. Tu le sais qu'à la fin. Mais justement, c'est aussi le délire du truc. C'est je te dis, moi je suis arrivé, je dis, c'est qui le fantôme? On veut savoir qui c'est. Et finalement, quand t'apprends ça, tu fais. Est-ce que c'est pas glauque un frère qui crèche dans la chambre de sa sœur finalement? Un peu glauque. Il la regarde faire un petit peu des choses. Ouais, par contre, oui. Intime. Ouais, carrément. Même, surtout avec un tueur en série, mais bon. Mais c'est le moment où il se planque dans la. Ouais, mais est-ce qu'il a tous ses souvenirs? On sait pas.
Non, justement, la voyante explique quand même que c'est pas totalement lui. Il sait qu'il est là pour quelque chose, mais tu vois, il se souvient plus vraiment. Il est mais il sait qu'il est là pour quelque chose. Et il n'y a qu'un seul moment qu'il intervient finalement, c'est quand il fait trembler la table de chevet. Alors sinon, quand il drogue la deuxième fois qu'il le drogue, il n'intervient pas spécialement. Si, il fait tomber il se réveille lui-même. À la fin, il se réveille lui-même pour pouvoir aller la sauver. C'est génial d'ailleurs. Il se réveille lui-même, ça c'est sûr. Oui. Et puis il y a la première fois où elle se rapproche du blondinet, où il fait tomber l'étagère dans l'armoire. Le livre qui vole. Voilà, les bouquins, il prépare les affaires scolaires, tu sais pas pourquoi, mais c'est sans doute pour lui dire à elle que c'est qu'il a compris que c'était pour elle qu'il était là. Tu vois, enfin bref. Mais oui, là-dessus, c'est vrai aussi, Drakaslash nous le dit dans le chat, il interagit avec beaucoup de choses pendant tout le film, mais à la fin, il laisse un peu faire les événements, et c'est vrai qu'on est un peu frustré quand même, on se l'était dit aussi, en mode, là, faudrait peut-être y aller, genre le coup du verre dans la cuisine, il aurait très bien pu faire un petit coup comme ça, alors que j'y pensais. Ouais, tu vois, mais il y a des éléments... mais c'est là où tu frises le paradoxe temporel, parce que s'il ne se... réveille pas, s'il ne s'endort pas, il peut pas se réveiller, et donc du coup, s'il se réveille pas, il ne meurt pas. Donc du coup, je pense que c'est exactement pour ça qu'il n'intervient pas dans la cuisine. C'est pas possible. Oui, sinon, il y a peut-être de ça. Non, Martis. Il y a peut-être de ça. Non, mais bien joué. Mais je suis content parce que honnêtement, quand je vous ai proposé d'aller voir Présence, bon, je me doutais que c'était conceptuel. Je me suis dit, est-ce qu'on aura un débat assez solide autour de la table? Et je vous avoue que là, ça fait un petit quart d'heure que l'on discute et ça me fait plaisir. Le chat est très réactif. Merci beaucoup, les amis. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les autres réseaux, Instagram, YouTube et les plateformes audio. Voilà quoi. Ça fait extrêmement plaisir et vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Il y a une petite scène du coup que j'ai, c'est pas que j'ai pas compris, non, mais c'est pas le peintre qui dit non, mais il veut pas peindre. Il a dit qu'il était hors de question qu'il peigne, mais en fait on sait pas. Est-ce qu'il sent? Est-ce que c'est parce que le mec sent une présence justement ou... C'est ça, c'est ce qu'explique la médium quand elle passe là. C'est pareil, on dit la médium, mais c'est parce que elle est plus sensible que les autres, etc. Et elle dit que c'est une porte qui s'ouvre sur éventuellement Dieu, etc. ou machin. Bref, c'est soit tu y es sensible, soit tu y es pas sensible. Quoi. Elle prend la thune quand même. Ah bah, oui, faut bien manger. La poésie, ça nourrit pas. Mais justement, on te dit qu'elle vient sur sa pause déjeuner, etc. Donc c'est quelqu'un qui travaille dur, vraisemblablement qui doit pas avoir une super vie. Elle arrive pas en Chanel, tu vois. Donc bon bref, c'est normal. Tu rends pas des services comme ça. En plus, moi je me suis dit, tu vois, il va y avoir un délire avec le miroir de plus de 100 ans, là, machin et tout. Et puis en fait, bah si. À la fin, oui, un petit peu. À la fin. Oui, parce que tu le vois, c'est là que tu comprends. Mais en fait, il a pas vraiment de rapport avec lui. Voilà. C'est peut-être plus un objet qui fait qu'on arrive à voir. Voilà. Le rapport, il est dans le fait qu'il y a le reflet. Parce que du coup, j'ai pas développé mon avis encore, mais t'inquiète pas. Tout le film fait que, en fait, donc t'as ce concept de cette caméra qui bouge partout, etc. En plus, on te fait voir ce miroir dès le début quand il visite la baraque, etc. Et donc là, tu te dis les reflets. C'est du plan séquence, il va y avoir des trucs dans les reflets. Et bah pas du tout. Et t'en trouves pas pas un technicien, pas une perche de son, rien, pas une caméra. Je regardais ça. Justement. Et je me suis dit, le film, il veut que je regarde les reflets, il va se passer un truc dans un reflet à un moment, quoi. C'est sûr et certain. Voilà, c'est pareil, cette baraque, c'est un personnage en elle-même, quoi. Elle a une architecture, qui paraît tout à fait typique. Toutes les pièces sont connectées, il n'y a pas de porte fermée réellement, en fait. Voilà, exactement. Et tu te dis, mais ouais, il va y avoir un truc. Je veux dire, ce moment où tu vois à la fois la salle à manger et le salon, alors que les personnages sont séparés par un mur et le couloir, avec cet escalier un peu chelou d'ailleurs, l'escalier. Bref, super fou. C'est pareil, tu sais qu'il y a cette présence. Il n'y a que la gamine qui, elle, au début, la ressent. C'est la seule à la ressentir dans la famille. C'est la seule à penser que c'est quelque chose de bienveillant, alors qu'il n'y a rien qui le dit. Toi, tu ne le sais pas en tant que spectateur. Et donc, du coup, ça vient juger, ça vient te questionner par rapport à ton point de vue. En épousant celui de la présence, en fait. C'est pareil, dans tous les films, tu es cette présence qui est en train de regarder des gens vivre, en fait. Bien sûr. Tu vois, et est-ce que finalement tu es bienveillant? Est-ce que tu as un jugement bienveillant par rapport à ce qui se passe sous tes yeux, etc. Il y a toute une réflexion derrière. Et moi, donc, tu parlais tu poses la question au chat pour l'affiche, etc. L'affiche et la bande-annonce façon Conjuring, je fuis absolument pour les mêmes raisons que Gary, parce que je suis une grosse flippette. En revanche,
Quand je vois sur l'affiche que c'est Soderbergh et David Koepp et comment donc qui est au scénario, c'est le mec qui est derrière le scénar de Jurassic Park quand même, et puis plein d'autres choses. Et que t'as Lucy Liu dedans, et que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Lucy Liu en plus dans quelque chose de moins léger, on va dire. Allez, vas-y, rien pour ça, pour cette affiche-là, je veux le voir. Je suis d'accord. Pour les noms qu'il y a derrière, je suis d'accord. Ouais. Et je suis d'accord. Du coup, je suis allé le voir au cinéma de Varennes. Oui. Donc le Confluence de Varennes, etc., où ils ont tout refait toutes les salles avec des super. Des fameux sièges. Les fameux sièges et tout ça, où t'as vraiment de la place, etc. Oui. Bon bah c'est cool. Dommage que les pieds n'aient pas fonctionné. Alors pourquoi ? Peut-être parce que c'est un film d'épouvante, enfin qui est vendu comme épouvante, et que éventuellement peut-être qu'on peut être agité. Ouais, peut-être. Voilà, ne sais pas. Peut-être, je sais pas. Mais bref, enfin voilà, c'était cool de découvrir ce type de salle. C'est confortable, c'est bien. D'accord. Voilà. Bah écoute, merci mon petit GG. En tout cas, Drakaslash nous dit dans le chat comme quoi apparemment c'est le mari qui prend la thune, hein, souvent pas elle. Oui. Donc il y a aussi ce délire là. C'est vrai que c'est lui qui vient quémander la thune. C'est lui qui vient gratter à la fin. Et je suis assez d'accord, hein, en mode à mon avis elle en voit pas trop la couleur. Hein. Il a l'air un petit peu manipulateur le mari, en mode t'inquiète pas ma femme. Je l'ai pas senti comme ça. Moi ça l'a beaucoup fatigué, vous savez. Oui, ça l'a beaucoup fatigué, vous savez. Le mari du médium, je crois que la mari du médium, non, le père il est trop cool. Ah non, mais oui, cette espèce de grand nounours. Génial, t'as envie de lui faire un câlin ou d'un. Exactement, non, vraiment très très cool. Et merci beaucoup les amis, en tout cas pour ce box-office, ça fait extrêmement plaisir. Je vous propose que l'on continue donc notre parcours dans cette émission, les amis. Et on va passer tout de suite à l'Izakaya de Ikichi. C'est parti, petit générique. On va parler de la réplique. Esteban, les bouteilles. On va parler de la réplique. T'as de quoi étancher ma soif. Ah oui. Alors, bienvenue dans l'Izakaya. Alors, j'ai rapporté une petite liqueur de rhum, noix de macadamia et caramel, oui, bien évidemment. L'abus d'alcool est dangereux et à consommer avec modération, les amis. Voilà. Donc une petite liqueur de rhum, noix de macadamia et caramel, accompagnée de ces petits oléagineux, amandes, noix de cajou, cacahuètes et noix. Que l'on peut mettre au milieu de la table. Ah oui, redonne-moi mon Oscar. Redonne-moi mon Oscar, enfin, voilà. Félicitations. Et puis, merci beaucoup. Puis voilà. Il y avait combien de verres 5. 5. Ah pardon, j'en ai donné un. Bah après si tu veux pas. Après t'inquiète pas, moi si Esteban en veut, moi j'en veux pas. Je vais juste prendre des petites noix. Aujourd'hui, on va parler donc de Dragon Ball Daima, la dernière série en date issue de l'univers de Dragon Ball. Oui. Et donc déjà je vais vous poser quelques petites questions. Est-ce que vous connaissez ou avez eu vent de cette nouvelle saga ou de ce nouvel arc de Dragon Ball ? Non, est-ce que vous êtes déjà familier avec l'univers de Dragon Ball de manière générale ? Mais non. Oui. Ah bon voilà, oui je sais que Gary et toi Dim, mais toi GG non pas trop. Ah non. Alors toi, moi oui, non, j'avais entendu parler de Daima, j'ai vu 7 épisodes de la série. Oui, on va y revenir, j'ai des questions. Voilà, j'ai des questions pour moi. Sinon c'est un interrogatoire. Non mais voilà, quel est le rapport que vous avez avec Dragon Ball ? Donc voilà, je sais que vous deux, voilà, quel rapport que vous avez avec Dragon Ball depuis gamin quoi. Je pense qu'on est pareil, on est de la génération Club Dorothée. Moi j'ai connu Dragon Ball un peu sur le tard, j'avais 10 ans et c'était mon voisin qui me prêtait les tomes et puis j'ai tout de suite kiffé, donc Club j'ai baigné. Dorothée, t'as cru qu'on avait 40 ans ou quoi ? On a connu petit, mais j'ai pas. On a vu la fin. Du Club Dorothée. Moi je vais pas. Mais moi j'ai pas connu. Moi j'ai été Club Do, bah pareil sur la fin. Parce que j'adore cette phrase. 87. Et moi je suis Club Do, moi. Ouais. Je suis Club Do, les amis. J'étais pas encarté au Club Do parce que ça paraissait un peu superfétatoire à mes parents, mais c'est normal. Mais non, mais par exemple, voilà, mon rapport à Dragon Ball, c'est le même que à Senseiya. Je suis jamais rentré dedans en fait, parce que ces dessins animés là, en particulier, ils ont le dessin a des angles très très aigus et c'est très agressif à mes yeux. Enfin, en tout cas, à mes yeux d'enfant. Ça me paraissait très agressif. Et en plus de ça, ils sont tout le temps en train d'hurler parce qu'ils passent de Saiyan à je sais pas quoi, machin. Oui. Et ça me répulsait beaucoup, quoi. Moi, j'étais plus Sailor Moon, le collège Foufoufou et
Donc plutôt, c'est quoi? C'est les shonen, c'est ça? C'est ça, oui. Oui, Ouais. mais Bon, après, Dragon Ball, c'est un shonen aussi. Ouais, mais on a alors, tous en tête mais c'est la différent. voix de Brigitte le Cordier, exactement. qui a bercé notre enfance. Bah alors, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire déjà quel manga a bercé votre enfance aussi, et surtout Est-ce que vous êtes quel familier animé. avec Et Dragon Ball vous êtes familier avec Dragon Ball, voilà. Bah, alors pour répondre à ta question, nous Dragon Ball, je sais pas, moi je vais répondre pour moi, c'est littéralement le premier manga que j'ai lu de ma vie. Je pense que ça doit être pareil pour moi aussi. Hein. Voilà. Parce que moi j'avais une C'est, dizaine d'années, c'était mon voisin qui me prêtait les tomes, et j'avais mon cousin à l'époque, big up à lui, Kevin, qui venait avec les VHS de films. Wow. Et j'ai dit, Des OAV. mais c'est quoi ces mecs qui hurlent avec leurs cheveux machin, leurs cheveux dorés? Et puis après j'ai voulu m'intéresser au lore, donc avec les fameux tomes, et voilà, voilà, je pense que c'est le manga de tous les enfants, de garçons, petits garçons. Vu qu'on est dans les anecdotes, les mangas, donc moi j'ai eu de la chance là-dessus. Ma mère en fait revenait, faisait souvent les courses le vendredi soir, et un jour donc je suis allé en course avec elle. Et j'avais pas envie de suivre les courses, hein. C'est bon, hein. Aller chercher les pâtes, les machins. Moi j'étais dans le rayon multimédia, les amis, à l'époque quand ça existait. Et donc je regardais les jeux de PlayStation 2 que je ne pouvais pas m'acheter. Et en fait un jour j'ai juste demandé d'acheter un bouquin. Et vu que c'était un bouquin, elle a dit vas-y prends-le. Et le manga, c'était le premier tome de Dragon Ball. C'était le petit Sangoku qui m'avait attiré l'œil. Voilà. Et donc pas du tout avant. Pas du tout. Voilà. Tu te dis tiens, c'est sympa le petit bonhomme. Pas du tout, voilà, c'est sympa. Et donc j'ai commencé à lire dans la bagnole, et quand on est arrivé à la voiture, j'avais fini le bouquin. Je veux le deuxième. Non mais c'est vrai. Mais... Et donc ça a enchaîné. J'ai suivi ma première collection. Vous savez que j'aime bien collectionner des trucs. C'est ça la genèse alors. C'est ça la genèse, les gars. Dragon Ball. Mais Dragon Ball aussi, c'est le début de la collection. Moi j'ai pas mal de figurines, donc j'ai bien évidemment les 42 tomes, j'ai toutes les petits goodies etc qu'ils peuvent avoir. Ça reste malgré le traitement que ça a suivi derrière, on va y revenir. Ça reste un animé qu'on a tous dans le cœur et que qui. Et toi, Gary? Moi je crois que c'était en primaire ou au collège. J'avais un ami, quand j'allais chez lui, on jouait tout le temps à Dragon Ball Budokai 3. Un des meilleurs jeux. Et j'ai connu Dragon Ball avec ça, et ensuite j'ai lu tous les tomes. Moi j'ai poncé tous les Budokai Tenkaichi sur PlayStation 2, mais poncé d'une force. Le CD s'en souvient encore. Tu as connu Dragon Ball via les jeux finalement, ce qui est plutôt rare quand même. Il y a les jeux, ouais. Il y a les jeux. Et par contre, moi, les dessins animés, j'ai jamais pu blairer ça. Je suis ultra fan, mais des bouquins et des jeux. Mais les dessins animés en soi, comme tu dis, ça hurle tout le temps. Il met un épisode à transformer en Super Saiyan. Oui, alors après, il y a un animé que je conseille beaucoup, c'est Dragon Ball Kai. C'est l'animé original Dragon Ball, mais qui a été condensé pour correspondre parfaitement aux 42 tomes. Et c'est pas trop long, franchement. Et avec des nouveaux graphismes. Ça a été redessiné. C'est ça un petit peu, ouais. Voilà. Donc voilà. Mais alors, du coup, vous n'êtes pas. Oui, pardon, Gary. Non, voilà, moi, c'est surtout les jeux et les bouquins que j'adore. Les Budokai 3, incroyable. Oui, tout à fait. Donc, vous n'êtes pas sans savoir la fracture qu'a connue la communauté, ou la fanbase, comme on dit, de Dragon Ball ces derniers jours, notamment avec le traitement de certains personnages, ou plus globalement l'histoire, la réalisation et les nombreuses incohérences qui vont avec cette manie de toujours introduire des sagas dans la saga. Ça commence à devenir relou. Déjà, Dragon Ball Super, quelque part, c'est un peu. Ils ont décanonisé, alors on entend souvent ce mot-là sur les réseaux canon, non canon, ils ont un peu décanonisé Dragon Ball GT, mais au final Dragon Ball Super ils ont introduit, maintenant ils ont introduit une saga qui est entre Boo et Dragon Ball Super, donc il y a toujours cette manie de toujours introduire ce qui devient problématique. Et c'est ça que je trouve, c'est qu'ils n'arrivent pas à se défaire de ces 10 ans de paix, je crois qu'il y a entre Boo et Oob. Et du coup, ils disent on va caler des trucs, il y a 10 ans, il n'y a rien, mais oui, mais c'est 10 ans de temps de paix. Mais au final, derrière, tu te dis les 10 ans de temps de paix, putain, il s'est passé tout ça, c'était pas vraiment la paix. Donc c'est un peu dommage. Alors oui, il y a potentiellement des choses à raconter durant ce laps de temps, mais là, ça commence à faire beaucoup. Donc toi, Dim, je sais que tu as commencé ou essayé de regarder et tu as arrêté. Donc peux-tu nous dire pourquoi ? Alors, tout simplement parce que j'ai trouvé en fait que les histoires racontées au tout départ de Dragon Ball Daima sont juste inintéressantes. C'est-à-dire que le premier épisode, et je vais être 100% honnête, vu qu'on reprend énormément d'éléments de l'original, de la saga originale, donc Dragon Ball et Dragon Ball Z, avec des graphismes de 2024-2025, c'est du poulet pour les yeux. Vraiment, c'est incroyable. Pour un fan de Dragon Ball, c'est waouh, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est un remaster ou un remake de Dragon Ball ou Dragon Ball Z serait parfait à l'heure actuelle. Ah ouais. Mais là, honnêtement,
honnêtement, le premier épisode génial, et dès qu'on attaque le deuxième, où là il commence à rétrécir, bon déjà rétrécir, j'ai eu des petits piqûres de rappel de me dire c'est proche de GT quand même les gars, et ensuite après on raconte pas grand chose, rien même je dirais, on arrive dans cette planète, ils vont errer, rencontrer des gens qui vont essayer de les... dans le monde des démons, dans le monde des démons, mais et là honnêtement ils ont besoin d'un vaisseau pour se déplacer. Son Goku il vole. Je comprends pas trop le délire. Ça fait très scénario de jeu vidéo, je trouve. Donc bref, et j'ai vraiment trouvé le délire du scénario inintéressant. Et pourtant, j'étais hypé sur est-ce que ils vont aller à l'innovation, c'est-à-dire créer des nouvelles transformations à Sangoku, donc comme ils l'ont fait dans Dragon Ball Super avec le Goku Ultra Instinct par exemple, ou est-ce qu'on va revenir à des choses plus qu'on a déjà vu finalement en les modifiant, et j'ai l'impression qu'ils ont choisi ce deuxième scénario. C'est ça, il y a un peu des deux, mais ouais, il y a des transformations qui sont pas vraiment des nouveautés, ou des formes que Vegeta on sait qu'il peut avoir et qui on nous la met parce que voilà, c'est fan service. Mais il faut savoir que ça a été quand même vendu comme un Dragon Ball GT bis. Ils ont dit, je crois qu'ils avaient dit, on va faire un peu comme GT, la nouvelle aventure, de revenir aux sources, etc. Mais en fait, déjà, de base, le postulat, il a fait un remake de Dragon Ball GT avec les graphismes qu'on a maintenant. Vous enlevez les incohérences et basta. Je pense que ça aurait été beaucoup plus mieux. Mais et elle était vendue comme, je cite, les trentenaires ou les quarantenaires pour pouvoir les regarder avec leurs enfants, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même très enfantin. Là, pour avoir vu les 2-3 derniers épisodes ce matin, j'avoue qu'il y a des petites légères fulgurances de petits frissons qu'on retrouvait dans Dragon Ball, donc les petits frissons de combat. Comment ? Pardon. Je cherche de l'eau en fait. Et voilà. Je vais tout simplement crever. Il suffit de demander. C'est thématique. Il te faut de l'eau. Mais putain, magnifique ça aussi. Si vous avez la rêve, vous êtes des vieux. Ben oui, la pub est folle celle-là. Il nous faut de l'eau. Maxime, tu l'as ? De l'eau. Moi je l'ai ça. Moi je l'ai pas, non. Ah, tu l'as pas ? Non, je l'ai pas. Ah ouais. Bon bah alors, on vous explique. Aikichi, on te demande pourquoi faire ça alors qu'on a déjà Dragon Ball Evolution qui sublime cet univers pour l'amener à la perfection. Qui a dit ça ? Un troll, évidemment. Bah alors déjà magnifique de nous rappeler l'existence de Dragon Ball Evolution, les amis. Comme quoi finalement un vaccin c'est toujours bien. Petit rappel finalement, voilà. Merci beaucoup AEG Tamboutin. J'ai jamais vu. Et c'est pas plus mal, je pense. Ouais, bah non, mais regarde jamais. Non, regarde. Tu veux les mêmes j'ai vu la acteurs. critique du DJ, ça m'a bien fait rire, par contre. Ouais. Tu veux les mêmes acteurs, regarde Shameless. Oui, c'est vrai. Tu perdras moins ton temps. Non, mais incroyable, Dragon Ball Evolution. Donc ouais, la série promettait de l'aventure, un retour aux sources de Dragon Ball d'origine, etc., etc. Mais là, moi, où ça me pose problème, c'est qu'il y avait déjà Dragon Ball GT pour ça, qui certes n'est pas officiel, pas canon, comme on aime le dire chez nous, mais je pense que la notion de canon n'existe pas vraiment au Japon, et on va en avoir la preuve après. Pour être honnête, moi je n'ai pas voulu regarder, et je n'ai d'ailleurs pas regardé lors de la diffusion. Ce que je voyais sur les réseaux me suffisait, me confortait dans l'idée de ne pas regarder, mais par conscience professionnelle et pour les bienfaits de cette chronique, j'ai regardé pour pouvoir être légitime de mon avis définitif sur le produit. Et oui, j'entame le terme produit et non pas œuvre, mais je vais y revenir. Attention, ça dénonce. Hein. Oula, attention. Là, les gars, attention. Et notez bien, là, Aikichi, ça va saler. Là, les amis. Il n'y a pas la salière, mais il y a les petites peanuts qui sont salées. Là, les gars, ça va y aller. Donc, Dragon Ball Daima, c'est quoi ? Eh bien, c'est une série Dragon Ball. C'est de la merde. Direct, c'est Dragon Ball Daima, c'est de la merde. Je suis plus nuancé. Merci. Eh bien, c'est une série Dragon Ball où cette fois, toute la Z-Team et pas seulement Goku va redevenir petit par le biais du souhait d'un ennemi sorti de nulle part. Hein. Bon, ça, pourquoi pas. Mais il y a déjà une redite avec GT sur le papier. Ennemi qui, a priori, est le successeur. Donc, c'est pas le frère, c'est le successeur de Dabra qui était le roi du royaume des ténèbres dans la série. Mais là, c'est devenu le royaume des démons. Donc, au passage, on apprend aussi que tous les êtres aux oreilles pointues sont des démons. Notamment les Namek. Qui se seraient échappés à l'extérieur pour vivre une vie d'extraterrestre. Donc là déjà première petite incohérence, ou du moins justification un peu bancale. On sait que les oreilles pointues et les oreilles type trou là, comme Boo et SL sont un peu le chara-design des oreilles pour représenter les monstres, les extraterrestres, tout ça. Donc pourquoi cette justification d'oreilles pointues ? En fait ils viennent du royaume des démons, donc je trouve que c'est un peu... Pourquoi pas. Donc ça veut dire que tous les ennemis que Goku a combattus quand il était petit, comme Pilaf, ouais c'est ça, comme Pilaf, Mister Popo et tous les autres personnages aux oreilles pointues, comme les Kaio, les Kaioshin, tout ça. Bon c'est des ancêtres de démons. Allez. Donc je pense à titre perso qu'il n'y avait pas besoin de ce genre de précision pour créer encore plus d'incohérence que de justification.
Bref, je ne vais pas toutes les détailler ici, mais c'est un peu incohérent sur incohérent jusqu'à même le climax final que tout le monde a vu, je pense, sur les réseaux. Je pense pas que Maxime soit au courant. Ouais, mais absolument pas. Après, je connais pas Dragon Ball de base, donc je ça suis va être même pas compliqué. sûr d'avoir regardé. Donc vous n'êtes pas sans savoir non plus, ça a tourné en boucle sur littéralement tous les réseaux, le retour ou plutôt le reboot du fameux Super Saiyan 4. Et là, ça pose un gros problème pour moi. Que l'on aime ou pas Dragon Ball GT, la transformation du Super Saiyan 4 reste, pour ma part, il n'engage que moi, la plus iconique, la plus charismatique et la plus profonde dans son cheminement. Le coup du Super Saiyan aux Ozaru doré, maîtrisé parce que sa petite fille pleure, parce qu'il voit la terre, etc. Enfin, la construction de comment il se transforme, voilà, de transforme en Super Saiyan 4 dans Dragon Ball GT, elle est magnifique. Là, c'est un Super Saiyan 4 donc du coup 2.0 qui voit déjà sa forme venir d'un boost de puissance du vieux Namek de la série. Bon, on nous montre des images d'ADN et de système nerveux en mode ça vient des origines pour nous faire un peu avaler la pilule, mais bon, cette transformation n'a aucun sens, du moins à ce moment-là. On a même la queue de Goku qui repousse comme ça pour la transformation et quand il reprend sa forme de base, il ne l'a plus et il la retrouve encore quand il se retransforme après. Donc là, on est sur vraiment du foutage de gueule, je pense. C'est du réchauffé, c'est mal écrit, on ne demande pas de la grande littérature. Dragon Ball n'a jamais eu l'ambition d'avoir un scénario ultra complexe, ça reste de la bagarre. Mais dans l'œuvre d'origine, il y avait plusieurs propos intéressants. Le traitement du personnage de Piccolo, celui de Vegeta, de Gohan, et je parle même pas de l'histoire de Trunks. Des ennemis avec un but précis, de l'enjeu, des menaces concrètes. Là, rien de tout ça. Il y a quand même une très légère vibe Dragon Ball GT, mais finalement on en revient donc toujours au même point. Est-ce qu'il n'était pas mieux de faire un remake ou un reboot de GT? Et vous savez ce qui est le plus frustrant dans tout ça, et t'en as parlé Dim, c'est que l'animation est exceptionnelle, elle est magnifique, c'est dynamique, mais même au niveau des chorégraphies de combat ça n'invente rien, mais c'est juste beau mais en façade, et c'est dommage d'avoir proposé ce produit si bien animé, mais même les combats finaux sont, je vous ai dit, j'ai reçu ces brides de frissons quand voilà, ça gueule, ça combat avec les kaméas et les rochers qui explosent, mais le problème c'est qu'on est aussi sur un ennemi qui a aucun charisme. Mais vraiment, c'est un clown, voilà, en gros, qui grossit avec un troisième œil sur le front. Enfin là, on n'est pas du tout dans le charisme d'un Cell ou d'un Boo ou d'un Freezer. Donc pour conclure, j'ai deux questions. Quel était réellement le public visé? Et est-ce que Dragon Ball, l'œuvre d'origine, est morte bien avant la malheureuse disparition d'Akira Toriyama et que Dragon Ball n'est finalement pas devenu qu'un produit marketing? Car cette fameuse transformation du Super Saiyan 4, enfin c'est le nom officiel de la forme, elle a été dévoilée en dévoilant justement la figurine, je crois que c'est Bandai Namco, mais la preuve que là on prend les fans pour des vaches à lait, pardonnez-moi l'expression, et ça veut quand même dire que la figurine a été conçue avant même la diffusion de la série. Donc là on ne crée plus, on ne crée plus des figurines adaptées d'un animé, mais on conçoit un animé en fonction du nombre de nouvelles figurines que ça peut potentiellement vendre. Mais c'est des choses que déjà on dénonçait dans l'univers de Star Wars, par exemple avec les porcs. Par exemple dans Star Wars 8 qui ont été uniquement conçus pour remplacer un Ewok entre guillemets, alors que c'est fait pour amener son gamin à la boutique Disneyland et maman je veux le petit oiseau là qui a l'air mignon. Ça fait quand même de jolies peluches. mais c'est après, le bon client, dis donc, moi Esteban. Mais on a été abreuvé par ça. Enfin, la majorité des dessins animés qu'on s'est bouffé quand on était gamin. Oui, on achetait les jouets parce qu'on avait vu l'animé et qu'on kiffait. Mais c'était des pubs déguisées. C'était avant des jouets, c'était avant réfléchi comme une gamme de jouets et après on en faisait un dessin animé. Sur certains trucs, sur par exemple les Power Rangers, Tortue Ninja, tout ça peut-être. Non, G.I. Joe surtout. Oui, G.I. Joe, mais Dragon Ball, c'était pas le cas. G.I. Joe, ça a été réfléchi comme ça. Tu vois, regarde, on a eu les Mighty Mikes, par exemple, qui étaient les Polly Pocket pour les garçons. Dessin, toi qui s'en souviens. Là, je l'ai pas. Dessin animé dessus. Si vous prenez les souris de l'espace, d'ailleurs, il devait pas y avoir une adaptation en film là. Je sais pas quoi. Les souris de l'espace. Ouais, les souris de l'espace. Je kiffais c'est les Tortues Ninja, mais avec des souris. Qui ressemblent sur des motos, qui ressemblent à des humains sur des super motos, etc. Bref, génial. J'avais kiffé ma race. Il y a eu les Street Sharks. Les Street Sharks, c'était le même genre de délire avec des espèces de marlous, sauf que c'était des requins qui pouvaient évoluer dans le bitume, dans le bitume dur, le concrete quoi. Et ils ont fumé la botte. Et tous ces trucs là, on avait les dessins animés, c'était pour vendre la gamme de jouets et on avait réfléchi la gamme de jouets avant de. Donc ces gamins-là, ils ont 40 ans et c'est eux qu'on vise. Et vas-y, achète ma grosse figurine Bandai. Attendez, parce que là dans le chat justement, on se pose la question de quoi on parle. Alors, on va recontextualiser. À la base, donc on est dans l'izakaya de Ikichi, les amis. Bienvenue. Il vient de parler donc de la nouvelle série Dragon Ball Daima et la question qui clôture ta chronique
très bonne chronique au demeurant, mon petit Ekichi. Et donc, est-ce que Dragon Ball n'est pas devenu un produit marketing parce que maintenant on crée un animé en fonction de nouvelles potentielles figurines que ça peut vendre et on ne fait plus des figurines par rapport à l'animé parce qu'il a du succès, etc. Donc c'est ça qui est dommage, c'est la grande question. Et donc, Jérôme a eu un flashback de toutes les figurines, de toutes les séries qu'il a pu voir. Alors, j'ai un flashback, après je suis aidé, hein, il y a une super chaîne qui s'appelle Archeo Toys, voilà, et qui parle de beaucoup de ce genre de produits marketing de quand on était gamin. Et que s'ils nous ressortaient une saloperie, bah on serait là, achète la merde. Et les gars, dans le chat, vous êtes raccord, hein, achète ma merde. Bah oui. On l'a aussi, bravo. Merci j'ai ton boutin. Et je vous vois venir dans le chat là. Mon t-shirt Bob l'éponge n'a rien à voir. D'accord. C'est pas parce que voilà, je l'ai trouvé joli. Attrapé. Et le problème, c'est que même si cette série a énormément divisé, bah il y a des gens qui ont kiffé, tant mieux, et qui vont acheter des figurines et qui vont dire c'est une dinguerie, mais qui malheureusement, je pense aussi, on perd un peu de ça, ne se pose pas trop la question du scénario. Il y a des nouvelles transformations, il y a de la bagarre, alors que, à moins que je sais pas, à moins que j'ai grandi différemment, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi, Dragon Ball Z, il y a une histoire impactante vraiment sur toute cette légende du Super Saiyan, sur Freezer, le tyran, et puis même sur tous les autres ennemis derrière. Il y a vraiment, mais c'est là tu parles de Dragon Ball Z, d'accord, mais on sait que le marketing autour des animés et des mangas est extrêmement poussé à l'heure actuelle, puisque il y a un vrai business derrière. Mais surtout, avant d'être business sur les œuvres sur les œuvres où les gens ont envie d'acheter, c'est des vraies œuvres de base. One Piece, Naruto, Dragon Ball, Bleach. Il y a des vrais scénarios derrière. Il y a, même si globalement on est dans plus ou moins le shonen derrière et que on est sur l'esprit Kaizen, comme on pourrait dire, tu vois, de notre cher Inoxtag, le délire de se dépasser soi-même, aller toujours plus loin. Non, puis il y a des valeurs aussi, il y a vraiment des valeurs dans ce genre de truc là, pareil dans Daima, on sait pas ce qu'ils viennent foutre là, ils peuvent très bien mais honnêtement, comme tu l'as dit, je pense que Daima a été prévu et conçu pour amener, on va dire, une nouvelle gamme de jouets, de figurines ou autres. En version chibi comme ça, en plus ils sont petits, ça rappelle, machin, enfin... Et pour peut-être aussi attirer un autre public, peut-être plus enfantin, peut-être plus féminin. On sait que Dragon Ball est quand même proche souvent d'un public masculin. Voilà, donc peut-être clairement. Là le délire chibi, peut-être essayer d'amener des... Voilà, ça il y a... Et ça c'est réfléchi, hein. Oui, il y a beaucoup de personnages féminins aussi maintenant. Par contre, comme tu l'as dit, et ça je suis très content que tu le soulignes, l'animation. L'animation elle est exceptionnelle parce que c'est la première série Dragon Ball qui est conçue en saison. Elle a été faite en fait de A à Z avant tout simplement de avant d'être diffusé. Alors que Dragon Ball Super, on avait ce délire de un épisode est fait, on le balance, t'as une semaine pour faire l'autre, et c'est pour ça qu'au début de la diffusion de Dragon Ball Super, on avait des animations dégueulasses, les amis, et qu'il fallait attendre l'édition Blu-ray parce que les mecs ils avaient eu le temps de redessiner, etc. Tu vois, tu fais bah non les gars, sortez le produit une fois qu'il est terminé. Et là pour Dragon Ball Daima, on sent que le produit ou l'œuvre est terminé, mais que dans le fond on est loin. Je sais même pas si Akira Toriyama a vraiment mis sa patte, hein. Ça c'est ce qu'on nous vend à chaque fois pour nous dire c'est vraiment son dernier truc avant d'avoir disparu. Mais est-ce que peut-être parce qu'il y a dedans il y a pas mal d'humour à la Toriyama qui viennent des fois contrebalancer un moment sérieux, mais avec de l'humour pipi caca, c'est vraiment dommage. Mais je pense qu'on nous prend un peu pour des petits pigeons derrière, donc c'est dommage. Donc est-ce que Dragon Ball est devenu un produit marketing? Pour ma part, je pense que oui. L'époque a changé, les consommateurs aussi, mais pas l'amour qu'on a pour une œuvre. Et c'est pour ça que ça nous fait mal, ça nous fait du mal de voir ainsi maltraiter notre Madeleine de Proust, notre bijou d'enfance, et que l'on soit aussi sévère et critique. Car Dragon Ball, ce n'est pas seulement de la bagarre et des transformations. Enfin, maintenant, si, malheureusement. Mais c'est aussi surtout des valeurs instaurées par tous ces personnages qui ont bercé notre enfance, mais qui se sont fait rattraper par cette société qui ne cesse d'évoluer dans le bon ou le mauvais sens. Ça, c'est à vous d'en juger. C'est tout pour moi. Bon, excusez-moi. Bon, la révérence. Bravo Ikichi, c'était très très bien. Et en tout cas, Arsou il nous dit que ça fait extrêmement plaisir de vous voir en live. Et ben écoutez, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir aussi avec vous, hein. Clairement, c'est un vrai plaisir, hein, de faire les émissions, d'avoir autant de réactions. N'hésitez surtout pas, entre guillemets, à le partager autour de vous, hein, j'ai envie de dire, hein. Si plus on est de fous, plus on rit. C'est cool, quoi.
Voilà. Est-ce que par rapport à Daima, tu disais que ça venait s'intercaler entre deux arcs. Les arcs sont sortis dans quel ordre ? Bah à la base, chronologiquement, c'est juste qu'il y a un moment en fait dans Dragon Ball. Donc la fin de Dragon Ball Z, quand ils combattent le Buu, t'as un espèce d'épilogue où c'est passé 10 ans de paix. Et après ils font un tournoi et ils découvrent Oob, la réincarnation de Buu. Et en fait ils arrêtent pas de vouloir caler des trucs dans ces 10 ans de paix parce qu'ils se sont dit il y a un coup à jouer. Mais entre là t'as la saison 1 de Dragon Ball Super, t'as la saison 2 qui arrive, donc avec tout l'arc Molo, Granola, etc. Là maintenant t'as Daima qui vient donc, juste après la saga Buu. D'accord, ça commence tous à ces faire, trucs qui viennent s'intercaler. C'est ça, et du coup, parce que donc ça pue le mid-quel. Comment tu peux, genre, je sais pas moi, craindre pour tel ou tel personnage, tu sais qu'ils sont dans la suite. C'est ça. Donc tu peux pas, en termes d'engagement, c'est pas fou quoi. C'est comme quand Disney vient faire un mid-quel. Après ils ont je crois décanonisé Dragon Ball GT qui était donc la suite de Dragon Ball, donc c'est pour ça que là avec Dragon Ball Super déjà ça crée déjà des incohérences parce qu'on disait attends avec les Super Saiyan God, les Ultra Instinct, les machins, du coup dans Dragon Ball GT ils ont rien de tout ça. Bon ils ont dit Dragon Ball GT ça existe pas, ça se trouve ils vont refaire un GT bis plus tard, on n'est pas à l'abri hein. Mais là pareil avec le coup du Super Saiyan 4 dans Daima, alors que dans Dragon Ball Super ils sont déjà sur un autre plan avec le Super Saiyan God, etc. Nous à la fin tout le monde s'attendait, il y avait des théories qui disaient dans le dernier épisode ils vont perdre la mémoire, ils vont redevenir adultes et hop il s'est jamais rien passé, ça aurait limite été bien parce que ça aurait été une bulle parce que potentiellement là tu aurais fait ton Daima, t'aurais eu ta petite bulle. Là ils font une fin ouverte, est-ce qu'il y aura une saison 2? Je pense qu'ils attendent de voir si, mais une saison 2 ça servira à rien parce que tout le but de Daima était de faire redevenir un peu Goku enfant, donc là ils en ont profité pour en faire revenir d'autres enfants pour avoir ce côté un peu aventure. Là à la fin ils reviennent tous adultes, donc faire une saison 2 je sais pas, la fin est très spéciale aussi. Donc ça devient... Et autre point par rapport à Dragon Ball, vu qu'on en est là, etc. Est-ce que tu connais et que tu es au courant de Dragon Ball Kakumei? Pas du tout. Apparemment c'est un manga qui est fait par des fans et qui justement essaye de inventer une suite à Z. Et apparemment, en bouquin, c'est super bien. Parfois, les fans font des apparemment, c'est meilleures choses super bien que la Toei ou la Shueisha. De ce que j'ai pu voir sur TikTok, apparemment, c'est vachement bien Dragon Ball Kakumei. Et c'est vachement fort ce qu'ils ont fait parce qu'ils vont même plus loin, parce qu'ils sont tellement dans le délire que ça veut être la suite. Quand tu veux acheter déjà leurs livres, c'est par des systèmes de drop. Donc tu ne peux pas les acheter tout au long de l'année. Et en fonction de ta collection que tu as eue étant gamin, si tu as eu par exemple l'édition de Glénat, classique comme nous on a connu, donc les 42 tomes, et ben ils ont fait leur version Kakumei dans les mêmes covers que les 42 tomes. Et si tu as l'édition spéciale, donc c'est la grande avec la coloration, etc., et ben ils ont fait aussi en édition spéciale. Et je trouve ça vraiment stylé. Voilà, mais limite, des fois, les fans font des meilleures choses. C'est sympa ce que font les fans. Des fois, ils font de très très bons trucs, mais il faut se méfier d'un point de vue manga. Ils font aussi des yaoi. Oui. Après, oui, voilà quoi. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on peut signer la fin de ce premier Izakaya de Eikichi de cette saison. Merci beaucoup. Au niveau de la régie, mon Esteban, est-ce qu'on est pas trop mal? On est bon? Nous sommes très bien. Eh ben écoute, impeccable. Donc je propose que l'on continue cette émission. On va pouvoir remballer parce que là sinon vous allez tout vous graille, voilà. Et on va tout de suite passer donc à la dernière partie de cette émission, donc le dernier box-office sur Dis-moi juste que tu m'aimes, générique. De retour dans le studio de Chemical Productions, on va parler donc du dernier film réalisé par Anne Leni avec Omar Sy et José Garcia, Dis-moi juste que tu m'aimes, bande-annonce. J'avais peur que tu la revoies, que ça recommence, je pensais plus qu'à ça. On est mariés, on a des mômes, bien sûr, t'es une proie pour lui l'autre là. Je le laisserai pas me faire ça. Je veux que ce tordu dégage. Alice, pourquoi vous suivez ma mère? Tu vois ce que tu m'obliges à faire? Tu crois que ça me fait plaisir de faire ça? T'entends? Dis-moi juste que tu m'aimes. De retour dans le studio de Chemical Productions, les amis. Donc j'ai oublié une personne qui est très importante au casting. Il y a Élodie Bouchez qu'on avait eu le plaisir d'avoir dans L'Amour Ouf, puisque c'est la maman de Clotaire. Voilà, le synopsis. Oui, tu allais dire quelque chose ?
Non, c'est très bien, merci ou beaucoup. alors dans Brise de Nice, mais parce que elle a disparu des radars quand même depuis. Exactement, ce temps-là. c'est vrai. Ça fait plaisir de la revoir. N'oublions pas Brise de Nice quand même, ça serait dommage. Rated M. Non, moi je kiffe Brice. Hein. Honnêtement, j'en discutais avec des collègues. Je crois que le début du film, je le connais par cœur. C'est très très grave. Hein, d'ailleurs, tu regardes Brise de Nice avec moi, tu n'as aucun plaisir. Hein, parce que je suis en train de faire les répliques en même temps. Une horreur. Okay. Bref, alors, le synopsis du film, il est un peu long. Mais c'est normal, c'est un film français. Au bout de 15 ans de mariage, une crise met à l'épreuve l'union de Julien et Marie. Dans le couple, cette dernière a toujours été celle qui aimait le plus. Mais au moment où Anaël, le grand amour de jeunesse de son mari Julien, réapparaît dans le paysage, Marie panique. Perdue dans une spirale infernale de jalousie et d'autodépression, Marie se laisse entraîner dans une aventure avec Thomas, son nouveau supérieur hiérarchique. Et il va s'en suivre énormément de choses. Coquine. Rien à voir. J'aurais pas dit ça. J'ai pas vu le film. Ouais. Alors, en plus, dis donc. Et voilà. Et oui, donc voilà. Kichi n'a pas vu le film, voilà. Je vais laisser GG commencer sur Dis-moi juste ce que tu m'aimes. En plus, je suis très content. Le hasard a bien fait les choses, puisque on avait vite fait évoquer la saison dernière le précédent film de Anne Lenny qui s'appelle Le Torrent, avec José Garcia. Déjà avec José Garcia. Qui était très très surprenant et très bon dans Le Torrent, un rôle où on n'a pas l'habitude de le voir. Et là, Anne Lenny re-signe, j'ai envie de dire, avec un José Garcia plutôt dans le côté maléfique. C'est le José Garcia méchant que l'on a. On est loin du Serge Benamou, les amis. Voilà, là c'est loin. Bref, GG. Dans Le Torrent, on avait un José Garcia où on pouvait avoir des doutes, etc. Et puis bon, tout s'éclaircit sur la fin, etc. Parce que donc tout le problème est un couple se dispute, etc. Il y en a un qui part tout seul, mais l'autre le suit en bagnole, etc. Finalement, c'est un peu le plot de Juré numéro 2, dont on a parlé la saison dernière. Et puis, voilà, est-ce que la femme a été tuée par le mari, etc. etc. Est-ce que c'est un féminicide ou juste un accident? Voilà, donc c'était très sympa. Voilà, la réalisation donc, de Anne Lenny, elle est simple, efficace. Voilà, il n'y a pas de super plan hyper signifiant. Si, il y a 2-3 moments où je me suis dit ah tiens, elle met l'actrice donc de tel côté du cadre. Éventuellement, ça va bien avec ce qu'elle est en train de ressentir, etc. C'est pas trop mal. Ça vient pas assez souvent, c'est dommage. Etc. J'ai trouvé que tous les acteurs étaient très très bons, que ce soit Vanessa Paradis ou Élodie Bouchez ou donc les deux interprètes masculins. Franchement, c'était très très juste. Petit défaut sur les textes. Il y a 2-3 lignes qui font trop écrites et moi ça m'a fait sortir un peu de ce qui était en train de se jouer, où je me suis dit pas trop naturel, ouais. Non, ouais. ça dans la vraie vie ça se dit pas, ça. Il y a 2 choses qui m'a fait penser à ça. Les gamins qui sont très écrits, genre la petite fille, tous ces dialogues, tout ça, c'est très en mode il faut que tu joues exactement ma phrase, fais pas trop d'impro. Oui. Voilà. Et puis la gamine, c'est Anakin Skywalker dans la menace fantôme. Il y a un peu ça. Et surtout, c'est bête, mais le Dis-moi juste que tu m'aimes de José Garcia, là dans la bande-annonce, ça fait cheapos. Ah, dans la bande-annonce, il fait cheapos. Après, dans le film, il passe. Là, honnêtement, ça... Les gars, c'est ce qu'on en discutait avec Esteban quand on préparait l'émission. Les bandes-annonces françaises, on est mauvais. Tu vois, on parlait de bandes-annonces. Avec Esteban. Bande-annonce de film américain, souvent 1 minute 30, 2 minutes. Tac, tac, c'est très rapide, machin. T'as envie d'aller voir le film. Elles sont longues chez nous. Là, 2 minutes 35. 2 minutes 35 secondes pour la bande-annonce. Et vu que par contre Anne Lenny est quand même une bonne réalisatrice et qu'elle sait choisir les plans pour sa bande-annonce, elle ne dévoile rien de son film, juste l'ambiance, donc c'est pas mal. Mais par contre, c'est long. Ouais, et elle dévoile rien et toute la bande-annonce elle est faite sur la deuxième moitié du film. C'est vrai. Il y a rien de la mise en place, quoi. Donc c'est couillu d'arriver à faire à faire une bande-annonce à partir de plutôt ta deuxième partie de film, alors que sans rien dévoiler,
Non, franchement, ça elle est pas si mal, mais c'est vrai qu'elle est un peu longue. Ouais, carrément. Trop long. Après, le film, lui, il est pas long. Je trouve que le rythme, il était carrément maîtrisé. Franchement, très 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 cool. Voilà, et puis très bon taré ce José Garcia. Ouais. Très très bon. Non, franchement, il était cool. Et après, donc, alors je sais pas si c'est un choix de casting ou si c'est juste le hasard. Mais finalement, on a deux femmes qui sont un peu opposées, mais qui ont été, qui sont liées à un même homme qui est Julien. Donc interprété par Vanessa Paradis et par Élodie Bouchez. Et alors moi c'est un truc que je regarde chez tous les êtres humains en premier, je suis désolé, c'est la dentition. Et donc Vanessa Paradis, elle a un diastème donc avec donc ce qu'on appelle les dents du bonheur. Et par contre Élodie Bouchez, elle aurait plutôt ce qu'on appelle vulgairement et pas très sympathiquement les dents de lapin, mais donc une protrusion dentaire, comme ça se dit. Et je me suis dit, est-ce que c'est voulu ? Parce que si c'est voulu, c'est fou de les avoir mis en opposition aussi comme ça. Parce que, bref. Et derrière, ça, le fait qu'en plus de ça, donc il y a l'espace entre les dents, et éventuellement, ça pourrait aller aussi dans le thème de les fêlures, qui avec le kintsugi, donc on souligne, etc. Et que du coup, on va traverser une épreuve, mais cette épreuve-là, elle va nous rendre plus forts et on va en faire quelque chose de plus beau. Donc un peu comme la relation donc de Julien et de sa femme. Et de Marie. Voilà, et de Marie, une fois qu'ils auront traversé tout ça. C'est vrai. Non, mais clairement, il y a une belle métaphore, etc. Il lit dans les dents. Non, je lis pas dans les dents, mais ce serait quand même incroyable que ce soit fait exprès quand même. Peut-être. Alors, je sais pas. Je pense qu'il y a vraiment des sous-textes des fois dans les films qu'on. Alors, je sais pas si c'est poussé à ce point-là, mais en tout cas, la réflexion de GG a le mérite d'exister et ça, c'est vraiment cool. En tout cas, dans le chat, on nous dit je t'aime parce qu'on parle de dis-moi juste que tu m'aimes. Donc merci, voilà. Donc, merci beaucoup. On vous aime énormément. Nous aussi, et par contre, on nous demande. Alors, j'aimerais répondre à Valentin parce que là, en fait, il arrête pas de nous spam un peu. Alors, on va pas parler de la bande-annonce de Mission Impossible, mon ami. On est sur la fin de l'émission. Mais par contre, je te promets, si tu t'abonnes à la chaîne, on aura une émission spéciale sur Mission Impossible. Et crois-moi, je pense qu'elle risque de vous plaire. Voilà. Ce sera on fire. Que s'il s'abonne. S'il s'abonne pas, mais non, s'il ne s'abonne pas, que de toi, vraiment, si tu ne t'abonnes pas à la chaîne YouTube ni à la chaîne Twitch, l'émission elle n'existera pas. C'est toi qui as les cartes en main pour qu'on parle de Mission Impossible sur la chaîne. Donc n'hésite pas, saisis-la, c'est ta seule chance. Donc voilà. Et sinon, donc merci mon petit GG en tout cas pour ces premières entre guillemets analyses sur Dis-moi juste que tu m'aimes. Je crois que Gary a vu le film aussi. Oui, on a été ensemble depuis le début. Mais quel suspense. Bref, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est vrai, mon petit Gary. Écoute, moi de base, je m'attendais à pas grand-chose. Mais au final, j'étais très agréablement surpris. Les acteurs sont très bons et tu passes un bon moment dans le film quand même, je pense. Je suis assez d'accord. Puis voilà, les messages que t'as évoqués, voilà. On les ressent. Oui. Ah bah clairement le délire de la poterie japonaise, on va dire, qui est fait en filigrane par rapport à une relation qui se recolle, c'est super bien fait, qui sublime le tout, c'est magnifique. C'est peut-être un poil forcé quand même. Ah, tu trouves T'as trouvé, Maxime, toi, que c'était forcé ce délire de la poterie, non? Mais c'est avec la sœur, ouais. Oui, c'est une métaphore dans le film. Oui, c'est. En plus, c'est ce qui la sauve à la fin, du coup, puisque il se la prend quand même sur la tête. Mais bon, après, moi, j'en parlerai lors de mon tour. Bah, vas-y, là, c'est à toi. D'accord. Mais t'as le micro, là, mon ami. Allez, là. Non. Non, moi, c'est agréablement surpris pour un film français. Alors, il y a un beau casting, faut bien le dire quand même. Je veux dire, c'est pas des acteurs français qui débarquent comme ça du jour au lendemain. C'est quand même justement Élodie Bouchez qui revient un petit peu dans le cinéma français, Vanessa Paradis aussi, Omar Sy qui est plus à Miami qu'en France, il revient pour faire des projets comme ça. José Garcia en pervers narcissique, manipulateur, excellent. C'est l'histoire. Après, moi, je trouve qu'elle est plutôt basique, elle est plutôt simple. Je dirais que c'est des histoires qui peuvent se passer en France, couramment. C'est-à-dire que une femme qui va tromper son homme ou un homme qui va tromper sa femme, c'est malheureusement courant.
le fait que oui, elle était plus amoureuse, il y a toujours un qui est plus amoureux, on sait pas. Aimez-vous, c'est tout ce qui compte. Voilà, c'est pas très grave s'il y en a un qui aime plus que l'autre, tant qu'il y a l'amour, il y a des petits gestes. Je pense que une femme, là, elle était un petit peu perdue dans son travail, elle avait plus peut-être des petites attentions, donc du coup, elle s'est laissée un petit peu embarquer. Manipulé parce que José Garcia il manipule totalement. José Garcia là c'est ultra de la manipulation. On s'en rend compte pas au début. C'est-à-dire alors au début si parce que quand même on sent qu'il ment. On le sait pas mais on s'en doute. Le bar. Voilà, c'est cette scène là et on le sait pas parce qu'on le voit pas. Mais on s'en doute. Ouais, mais on s'en doute parce qu'on dit souvent quand tu ne vois pas quelque chose au cinéma. Voilà, tout à fait. Et non, mais c'est vrai. Non, mais après, et du coup, moi, j'ai bien aimé. Bon, alors c'est une histoire simple. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'en France, malheureusement, dans les films, on a du mal à faire des scènes un petit peu d'action vraiment bien réalisées. Je veux dire, là, ils sont pas claqués la nouille, hein. C'est-à-dire que sur la fin, le mec il arrive, il la kidnappe, on la voit pas, c'est-à-dire kidnappé, il revient, machin, elle dit attends, il y a un truc. Un coup sur la tête, ça y est, c'est fini, t'es avec les gendarmes, il y a les pompiers qui s'occupent des blessés. Oui, mais dans les gens de la vie de tous les jours, ils font pas de scène d'action. Alors, mais en fait, j'aurais voulu voir un petit peu plus. Parce qu'on se dit, ouais, mais pourquoi la bagarre. Non, pas forcément, mais le contexte, en fait. Mais c'est pas un flic de Miami. Lui, pour le coup, il intervient même pas. Bientôt sur vos écrans. Lui, pour le coup, il intervient même pas. À la fin, il était pas blessé, machin, c'est bon. Et je suis désolé, mais j'aurais voulu voir un petit peu plus une scène de pourquoi il vient, machin et tout. Bon, tu vois que le méchant, bon, il est en Tesla, ça m'étonne pas. Mais on se rappelle quand même que l'année dernière, on avait carrément le discours inverse, hein. Quand même par rapport à Speak No Evil. Oui, c'est vrai. Ah bah oui, mais bon, en France, entre-temps, il s'était pas passé ça. Oui, voilà, en France, on fait ça. J'aime bien, c'est quand il dit le méchant, il a. Donc, il y a des méchants. Non, parce que en fait, justement, moi, je trouve que le mec est ultra riche et donc du coup, on le monte dans un véhicule. Voilà, c'est vrai que dans le cinéma. Finalement, on est encore sur un cliché. Ouais, mais c'est en fait, même dans le cinéma étranger ou français, on sait que la Tesla, c'est pour les gens où tu veux leur montrer qu'ils ont de l'argent. Le type, c'est un cadre supérieur. Tout à fait. Et en plus de ça, ça va avec. Voilà, non, puis ça va avec le fait que maintenant il faut verdir, donc c'est-à-dire que même ta bagnole de fonction, elle devient électrique, etc. Et donc même elle en a. Parce que t'es cadre, attends. Parce que dans le film, il montre. Après les gars, bon ça, honnêtement. On va pas se le cacher, le fait que les gens qui ont un petit peu d'argent ils se payent une Tesla, bon ça c'est logique, hein. Les prix de les bagnoles, l'électrique est encore cher en France, normal. Donc pour moi le stéréotype et le cliché il fonctionne. Ah non mais là c'est mais je pense que c'était fait un peu exprès. Ah ouais, clairement. C'était fait exprès. Non après moi ce film pour conclure, en tout cas de ma vision, bien apprécié, bien apprécié. Je pense que ça manque peut-être un petit peu dans la réalisation peut-être mais je pense que tu voulais de l'audace dans la réal, un petit peu d'audace, alors que je pense que Anne Leni elle voulait vraiment en fait filmer quelque chose de la vraie vie, et ça tu vois entre guillemets tu peux pas balancer de l'audace on va dire dans un film comme ça. Honnêtement j'ai trouvé le film très maîtrisé moi. Ouais d'accord, mais en fait moi ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, José Garcia joue très bien le pervers ainsi comme j'ai dit, mais il arrive et qu'est-ce qu'il va faire? Qui sait très bien que en fait finalement alors des fois ils sont un peu cinglés les mecs comme ça, mais d'où le but, mais mais regarde, il arrive à la fin, à quoi il s'attendait? De quoi? Je pense qu'il s'attendait à qu'elle change d'avis. Alors au moment où il la kidnappe, je pense qu'il sait qu'il a perdu pied. Par contre, pendant tout le film, lui il espère qu'elle va changer d'avis. Oui, je pense qu'il a perdu pied, mais il le sait pas spécialement. Il est juste dans sa monomanie. C'est la femme de ma vie. Je dois obtenir ce que je veux. Et encore, je pense que ces mecs-là, ils les voient plus comme des trophées. Mais oui, mais ça c'est un autre débat, les amis. Après c'est sur le temps long que ce sont des trophées. Après donc l'ironie de tout ça, c'est que donc la phrase dis-moi juste que tu m'aimes, c'est ce fameux José Garcia qui l'a dit, alors que c'est ce dont le personnage d'Élodie Bouchès, donc ce dont Marie aurait eu besoin pendant toutes ces années pour pas s'égarer avec son mari, mais son mari lui aussi aurait aimé qu'on le lui dise, parce que en plus il a un rôle de CPE.
enfin son boulot c'est d'être CPE alors que elle est commerciale dans une boîte vraisemblablement donc où ils font. J'ai l'impression que c'est une boîte, on va dire, tu sais, d'industriels, ils font des trucs. Des moteurs, des trucs voilà. comme ça. Voilà et en plus pour l'industrie, je pense de leur côté. C'est des pros pour des pros. Hein. Ouais, exactement. Et du coup, on est, enfin déjà, on se demande, souvent, tu sais, les gens qui sont dans l'éducation nationale sont avec des gens de l'éducation nationale, hein, c'est une vérité. Et ce personnage d'Omar Sy, moi je l'ai trouvé très très juste parce que pour avoir travaillé dans ce milieu-là et pour connaître des gens, des amis à moi qui sont CPE, etc. Et je l'ai trouvé très juste. Tu vois, même quand il dit ah ouais, je sais ce que c'est que le kintsugi et c'est ceci, c'est cela par rapport à la psychologie. Et évidemment, il le sait parce qu'il a fait donc de la science de l'éducation, etc. Et donc il a tout ce background-là. Et par rapport à la distance qu'il arrive à mettre, par rapport à tout le calme qu'il arrive à avoir, alors que nous autres, on serait probablement détruits et très très énervés. Franchement, j'ai trouvé que l'interprétation était très juste, mais en plus de ça, l'écriture du personnage l'était tout autant. Bravo. Non, vraiment, c'est bien, c'est très bien dit. En tout cas, je pense qu'on peut conclure sur Dis-moi juste que tu m'aimes. GG, franchement, c'était. Merci beaucoup. Et moi aussi. Non, vraiment, c'était très cool. Est-ce que Gary, t'as des choses à rajouter ? Non. Non, vraiment, moi, je vous le dis, c'est déjà de ce mois-ci, je vais peut-être paraître un petit peu. Voilà, mais c'est mon préféré, moi. Dis-moi juste que tu m'aimes, tu vois. J'ai adoré. Ce mois-ci, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, mais. De ce qu'on a vu en tout cas, voilà, je trouve que c'est le plus maîtrisé. J'ai trouvé Anne Leni vraiment très juste dans sa manière de filmer la vraie vie des gens avec des problèmes qu'on peut peut-être rencontrer. Et honnêtement, les interprétations des acteurs français, on l'avait dit pour L'amour ouf, mais là c'est tout aussi impressionnant dans un autre registre. L'amour ouf, c'est grandiloquent, c'est rocambolesque un petit peu sur beaucoup de choses. Là, c'est beaucoup plus terre à terre et c'est efficace. Et puis, voilà. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi ce Late Show. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouve très très vite pour encore plus de cinéma sur l'internet français. Salut à tous. L'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao.